de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les marais coupables, sur les crêpes et boubins, marque sa vie nous caresse, puis poussée d'allégresse. Ces arbres qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est une chanson qu'on devrait donner à tous les enfants de l'école primaire et maternelle, même dans notre pays, pour développer en eux l'esprit de patriotisme. Elle est superbe, en fait, tout y est, les paroles, le rythme, la mélodie, en fait, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rectifier, il n'y a aucune virgule à retirer. En tout cas, je l'aime beaucoup. C'est un chant, un vrai chant de ralliement, un vrai chant d'appartenance patriotique, un vrai chant d'amour national, un vrai chant d'attachement envers son pays, un vrai chant de volonté de se libérer de l'oppression parce qu'on veut profiter de ce pays-là qui est le nôtre et on ne veut pas que quelqu'un d'autre, qu'il soit de l'extérieur ou du dedans, vienne nous empêcher de le faire de manière générale parce qu'il privilégie ses intérêts privés. Je pense que l'entretien que nous allons livrer aujourd'hui est bien résumé dans les deux derniers couplets de cette chanson. Terre de mes ancêtres que j'aime de tout mon être, et à la fin, elle dit Afrique en miniature pour ta progéniture. Ça veut dire on parle de ceux qui étaient là avant nous, des générations d'avant, terre de mes ancêtres. Donc il y a des gens qui ont travaillé pour que ce pays existe. Il y a des gens qui ont dû se battre, qui ont dû transpirer, qui ont même dû mourir pour que nous héritions des petits avantages dont nous bénéficions aujourd'hui. Et donc maintenant, il dit Afrique en miniature pour ta progéniture. Ça signifie qu'après ceux qui sont venus avant nous, après ceux qui nous ont procédés, on a aussi une responsabilité à ceux qui nous succéderont, à ceux qui viendront après nous. Et c'est important justement de penser à cela parce que on dit si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Il faut qu'on sache qui étaient nos ancêtres, il faut qu'on sache ce qu'ils ont fait, il faut qu'on sache pourquoi ils ont fait ça, il faut qu'on sache là où ça les a menés et il faut en retour qu'on s'inspire de ce qu'ils ont fait pour avancer à notre tour aussi. C'est ce que j'entends si on devait faire une sorte d'analyse, si c'était à l'école et qu'on nous demandait comment vous interprétez les deux derniers couplets de cette chanson, je dirais, voilà ce à quoi ça renvoie. Terre de mes ancêtres, et il sera question de nos ancêtres dans les prochains jours, il sera question de nos ancêtres dans les prochaines semaines, parce que les combats que nous menons sont la continuité de ce que eux ils ont commencé. Et pour mieux comprendre les combats que nos ancêtres ont commencé, il faudrait déjà qu'on comprenne justement, qu'on s'y penche, qu'on voit déjà, voilà, ce qu'ils ont fait, pourquoi, quelles sont les difficultés, quelles ont été leurs motivations, quels ont été les obstacles, quelles ont été les finalités. Et à partir de là, on passera à l'étape suivante, Afrique en miniature, pour ta progéniture. Donc, qu'est-ce que nous réservons comme
héritage à nos enfants, qu'est-ce qu'eux aussi ils diront de nous quand ils ne seront plus là? Est-ce que nous serons les Oumniobé, les Félix Moumier de demain? Ou alors est-ce que au jour de notre disparition, parce qu'on va tous mourir de toute façon, les seuls à se souvenir que nous avons existé un jour, ce seront nos familles, nos parents, nos amis, bref, un cercle fermé, tant et si bien que 5 ans plus tard, on nous aura totalement oubliés, on se souviendra même pas qu'on a existé sur cette planète, c'est dommage. Moi, je suis de ceux-là qui veulent justement faire partie de ceux qui ont quand même laissé une trace de leur présence sur Terre en étant utile à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous héritons, nous vivons dans un monde où les gens ont transpiré, comme je disais, où les gens ont donné du leur, où les gens ont donné même de leur vie pour que nous ayons quelques petits avantages. Et ça concerne aussi bien l'Europe où nous nous trouvons en ce moment, même si certains nous voient au CED et Yakondengui, que l'Afrique où justement il y a des gens au CED et Yakondengui. Donc c'est une responsabilité historique. C'est pour ça qu'il est important justement de s'imprégner des chansons comme celle-ci. Je réitère la suggestion que j'ai faite il y a une semaine où je disais allez sur YouTube, tapez hymne du MRC, apprenez cet hymne par cœur parce que les paroles sont justement mentionnées. Il se pourrait que dans le pays où vous trouvez, quelqu'un entonne ce chant-là ou qu'il y ait un baffle, un appareil de musique qui entonne ce chant-là et ce serait bien de pouvoir le chanter aussi à l'unisson. Je crois que nous pourrons faire trembler le monde quand on voit une marée humaine de plusieurs milliers de personnes qui écoutent cette chanson, enfin qui chantent cette chanson et les populations qui écoutent, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons frapper un sacré coup si on y arrive, donc ça ne vous coûte rien du tout. Si vous êtes connecté pour suivre ce live, vous avez donc l'internet chez vous. Vous avez quelques mégawatts d'internet, suivez mon regard, pour vous connecter sur YouTube et y aller taper le son et vous allez le trouver. Il y a les paroles à l'intérieur. Donc apprenez cette chanson. Ça peut être, c'est le deuxième hymne national. En tout cas, même Paul Biya ne devrait rien avoir à redire dans cette chanson puisqu'il n'y a pas MRC dedans. Sauf s'il déteste le mot renaissance. Bon, ça voudrait dire qu'il préfère les ténèbres, le tartare et la mort, vu que ça leur ressemble davantage de toute façon. Donc voilà, c'était mon petit coucou du début et je tiens à m'excuser auprès de vous pour le petit retard, le petit décalage. J'avais dit 16 heures, on a commencé il y a 16h12, 13 à peu près. Bon, ce n'est pas très grave, ça fait partie aussi des aléas de la vie. On a aussi notre vie en dehors du combat que nous réglons pour l'avenir de notre pays et des efforts que nous faisons. Et c'est justement le premier sacerdoce que nous pouvons faire, le premier sacrifice que nous pouvons offrir, vendre un peu, voire une bonne partie de notre vie privée, de notre vie ordinaire, sur l'autel justement du combat, de la lutte pour l'émancipation de notre peuple. Et ça passe par la chute d'un homme qui nous pourrit la vie depuis 40 ans, à savoir Paul Biya. J'ai appelé ce live le live de la revue des troupes, la journée avant, le jour J, -1 avant le chassement, ou le jour dit, -1 avant le chassement. J'ai peut-être mal formulé parce que ce ne sera pas le chassement demain. Ce ne sera même peut-être pas le chassement le 22, mais en tout cas c'est le début du chassement, la campagne du chassement. Nous verrons tout à l'heure ce qu'est la révolution parce que ce sont les thèmes que j'ai fixés pour aujourd'hui. Et on verra que voilà, à défaut d'être le chassement, c'est peut-être le début du chassement et donc à partir de cette journée, à partir de demain, nous démarrons justement cette campagne qui ne se terminera qu'avec la chute de Paul Biya. Donc avant d'entrer dans le creux du sujet, je réitère, je persiste et signe que lorsqu'on parle de révolution, n'écoutez pas ceux qui vous disent que oui, le 23, je vais me moquer de vous. Si le 23, ils doivent se moquer de vous, ben, dans ce cas, ils se seraient moqués des Maliens à la première semaine de mobilisation au Mali. La révolution au Mali et la durée, en tout cas, le gros des pardon, j'ai un retour de son. Le gros des contestations au Mali, il a duré 4 semaines. Donc, voilà, les gens qui ne comprennent rien à la révolution pensent qu'on va se lever un matin et du revers de la main, Paul Biya sera tombé. Ça ne se passera pas comme ça. Ça peut se passer comme ça, c'est le meilleur scénario. Mais attendez-vous à ce que ce soit long. C'est ce que nous appelons la résistance. Donc voilà, je vais vous présenter un peu, parce que j'aime bien la structure, les principales arcanes sur lesquelles j'ai fondé le petit échange qu'on va faire. Bon, ce ne sera pas vraiment un échange puisque je ne vais pas répondre aux questions, il y a beaucoup d'interventions. C'est, voilà, un entretien, en tout cas un direct, un streaming de revue des troupes
pour vous mobiliser, pour vous motiver, pour redonner du courage à ceux qui ne sont pas encore décidés à sortir de chez eux alors qu'ils sont dans les diasporas et qu'ils ne risquent rien pour leur donner l'envie, pour leur donner une raison de sortir de là. Donc, on va voir ça ici tous ensemble. Et je crois qu'à la fin de ce streaming, ceux qui resteront à la maison demain alors qu'ils n'ont rien à faire, ceux qui resteront couchés sur leur lit à regarder les directs alors qu'ils sont dans les diasporas, on n'a pas grand-chose à espérer de la renaissance. Parce que si tu n'arrives pas à avoir la force et la motivation dans les petites choses, il se peut que ce soit compliqué pour toi, justement, pour nous en tout cas, de compter sur toi pour les grandes choses. Donc, j'ai élaboré 5 piliers principaux, un peu comme les piliers du MRC sur lesquels je vais structurer ce direct. Et après, bon, il y a un pilier bonus qui est en fait une invitation. Je commence même d'ailleurs aussi par là, même si je vais y approfondir. Les Camerounais qui me suivent et qui sont au Cameroun sont invités demain à 11 heures à partir de midi. 11 heures midi, en tout cas peu avant midi, ce sera déjà ouvert, les responsables sont là-bas. Au siège du MRC à Douala Deido, c'est à Grand Moulin, ne me demandez pas l'adresse exacte parce que nous sommes au Cameroun et justement il n'y a pas de plan d'urbanisme dans nos pays, ça fait que c'est compliqué de donner une adresse à quelqu'un. On est obligé de dire, bon, tu arrives à Grand Moulin, tu vois un Ben Skinner qui va te demander d'aller derrière l'étal d'une vendeuse, qui va te dire qu'il y a un manguier que tu dois dépasser en sautant du marigot derrière les 2 toilettes où on avait tué la femme de Jean-Jacques qui avait brûlé la maison de Jean-Yves. Et là, tu arrives au siège du MRC. Bon, pour vous faciliter la tâche, j'ai quand même mis sur mon mur les différents numéros. Si vous parcourez ma page dans la publication que j'ai fait hier, j'ai laissé quelques numéros qui permettent justement à ceux qui ont du mal à se retrouver d'appeler justement les responsables qui sont là-bas, ces 3 numéros, pour leur demander où ça se trouve, en tout cas comment orienter en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, c'est de ça qu'il va s'agir en bonus. Maintenant, les 5 piliers principaux sur lesquels j'ai basé l'échange, l'entrevue d'aujourd'hui, c'est la réponse à quelques questions. La première question s'articule sur la révolution en elle-même. Donc, j'aimerais qu'on parle en premier des 3 étapes de la révolution, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais aussi bien les résistants de la diaspora que les MRCistes du Cameroun, ou les résistants du Cameroun, ou les MRCistes de la diaspora, tout le monde dans ce processus de résistance a passé les 3 étapes-là. En fait, elles sont inévitables. Toute idée de révolution passe par ces 3 étapes. On va donc en parler tout à l'heure, ce sera le premier volet. Et ensuite, on va voir, en tout cas, on va s'appesantir sur le rendez-vous que nous avons demain dans la diaspora, en Europe, aux Amériques et partout. Bon, moi, je serai demain en France, à Paris, à partir de 11 heures. Et j'insiste d'entrée de jeu que la mobilisation se passera au Trocadéro. Ceux qui n'ont pas bien compris, je vais encore le préciser ici, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La mobilisation se passera au Trocadéro. Si vous partez à Bastille ou à République, vous allez vous retrouver seul avec les Sénégalais, Maliens, Éthiopiens ou je sais pas trop quoi, qui vont manifester là-bas et avec la statue de Marianne. Si vous avez des affinités avec la mythologie occidentale, Robin des Bois et sa Marianne, allez-y. Ou si vous avez pris la Bastille en 1789 avec les Français, allez à place de la Bastille, mais la place du Trocadéro est la place où la mobilisation s'effectuera, sans malentendu, sans ambiguïté. Nous n'avons jamais dévié de cette communication. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous dis, c'est ce que tout le monde vous dit depuis une semaine. Donc voilà, si quelqu'un vous a dit que c'est ailleurs et que vous croyez que c'est ailleurs, retrouvez-le là-bas et bonne chance à vous, vous serez 4. Donc, nous allons donc voir pourquoi d'ailleurs ce sera au Trocadéro et quel est le sens d'une mobilisation dans des endroits comme cela. Voilà, dans le siège de ce qu'est la révolution. Donc, c'est ce qui va nous amener à la ligne numéro 3 de ce dont nous allons parler, c'est la question qu'est-ce qu'un révolutionnaire, ou du moins qu'est-ce que l'esprit révolutionnaire. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas dans une sorte de campagne politique ordinaire, nous sommes dans une véritable révolution. Nous sommes dans exactement le même type de révolution auquel s'est livré le peuple burkinabé. Nous sommes dans exactement le même type de révolution auquel s'est livré le peuple du Sénégal, le peuple du Mali et tous les autres peuples en passant par le Soudan du Sud jusqu'à la Tunisie qui s'est levé justement contre ceux qui l'écrasaient. Mais pour justement comprendre cette révolution-là, il faut avoir l'esprit révolutionnaire. Il faut être habité par cette mentalité-là. Et malheureusement,
Tout le monde parmi nous n'a pas cette mentalité-là. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on est ici, pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire, quelle est la pertinence de tout cela. Donc, c'est ce que nous allons voir et qui va nous amener à la partie 4, qui est qu'est-ce que la diaspora, enfin, qu'est-ce que les Camerounais du Cameroun attendent donc de la mobilisation de la diaspora. C'est-à-dire pourquoi on se mobilise ici. Il y a des gens qui nous disent justement, est-ce que si en Europe que vous allez chasser Paul Biya, bon, c'est pas grave. J'ouvre une parenthèse en vous disant quand même que l'appel du 18 juin 1940 effectué par le général de Gaulle sur les antennes de la BBC, c'était en Angleterre. La BBC est une chaîne britannique et il était à Londres, la capitale de la Grande-Bretagne. Donc, ça a quand même permis à la France de se libérer. Donc, ne nous dites pas aujourd'hui en 2020, est-ce que c'est depuis l'Europe que vous allez changer le Cameroun, vu que c'est déjà depuis le Cameroun que vous nous dites de ne pas parler du Cameroun en Europe. Donc, comme quoi, on peut communiquer à grande distance. Sinon, vous aussi, attendez-nous qu'on arrive au Cameroun pour nous dire de ne pas parler du Cameroun. Si vous pouvez vous adresser à nous depuis le Cameroun, laissez-nous nous adresser aux Camerounais depuis la diaspora. Donc, ce sera le pilier 4 de notre entretien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les Camerounais attendent de nous? Et je vous assure, ils attendent énormément de nous. Ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent gros. C'est pour ça qu'il faudra faire les choses et c'est pour ça qu'il faudra bien faire les choses. Donc, en point numéro 5, si nous réussissons à satisfaire aux attentes des Camerounais qui sont sur le terrain, nous pourrons justement répondre à la 5e question. J'ai dit qu'il y avait 5 piliers. Qui va chasser Paul Biya? Je peux déjà vous dire que je sais qui va chasser Paul Biya. Je sais très bien. Je connais l'identité de ces gens. Je sais qui ils sont et je sais justement comment est-ce qu'on peut avoir la garantie qu'ils vont le chasser. Normalement, vous devriez le savoir vous aussi. Et justement, quand on va parler de ces gens-là qui vont chasser Paul Biya, vous n'allez pas me contredire. Donc avant de démarrer, je résume. Nous allons parler de 5 piliers principaux, entendez bien, parce qu'on est dans la revue des troupes, et justement chacun doit savoir pourquoi il sera présent demain, et pourquoi le 22 a une grande signification, aussi bien pour le pays que dans la diaspora. Donc, en 1, nous allons parler des 3 étapes de la révolution, il y en a 3. En 2, nous allons parler de la grande manifestation qui se passe en Europe, et je précise, je serai à Paris, au Trocadéro, et celui qui n'ira pas au Trocadéro va mener sa révolution avec sa cousine ou son oncle, mais nous ne serons pas là-bas, ça se passe au Trocadéro. Le 3e pilier va s'appesantir sur justement l'esprit d'un révolutionnaire, qu'est-ce qui sépare un révolutionnaire d'un rigolo? Et le 4e pilier va se pencher sur ce que les Africains de l'Afrique, dont les Camerounais de la diaspora, attendent de nous et la grande responsabilité qui est la nôtre par rapport à la manifestation du 22. Nous allons donc clôturer par justement l'identité de ceux qui vont chasser Paul Biya, que ce soit le 22 septembre ou ultérieurement. Et je précise que ces gens-là, je les connais très bien et vous les connaîtrez aussi. Alors, je commence et ouvrez bien les oreilles, les 3 étapes de la révolution. Il y en a toujours 3. Ça commence par une longue phrase qu'on attribue à Mahatma Gandhi, et je vais résumer donc après cette phrase les 3 étapes. Mahatma Gandhi dit au début, on vous ignore, on se moque de vous. Ensuite, on vous combat, mais à la fin, vous gagnez. Donc, ça veut dire que les 3 étapes de la révolution sont ridicule, dangereux, évident. Faites l'expérience où vous voulez. Chaque fois que vous avez une idée révolutionnaire ou chaque fois que vous entrez ou que vous voyez quelque chose qui a révolutionné le monde, regardez l'histoire de cette chose et vous allez voir qu'elle a traversé les 3 étapes-là. Je répète, ridicule, dangereux et évident. Toutes les idées révolutionnaires, quand elles viennent sur la place publique, sont d'abord ridicules. C'est-à-dire que tout le monde s'en moque. Tout le monde dit, mais il a bu quoi lui? C'est un fou, c'est quoi ça?
En politique, le cas échéant, ça veut dire que quand un dirigeant dit je vais renverser Paul Biya, ça fait rire tout le monde. Et après, il devient dangereux, on cherche à le combattre pour empêcher qu'il renverse Paul Biya, parce que finalement, on le prend au sérieux, mais à la fin, l'évidence finit par s'imposer parce qu'il renverse Paul Biya. C'est l'histoire des révolutions partout. Ça atteint d'ailleurs, ça déteint sur tous les secteurs, ce n'est pas qu'en politique. Aujourd'hui, nous disons la Terre tourne, la Terre est ronde, commençons par là. En 1543, Nicolas Copernicus publie sa théorie sur la révolution de ce qu'il appelle l'héliocentrisme, qui vient de Hélios, la source de chaleur, le soleil, en disant c'est le Hélios, la chaleur dans le soleil qui est au centre du système solaire, et la Terre tourne autour de lui. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la Bible où c'est la Terre qui est au centre de l'univers. Les observations montrent que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et c'est le soleil qui est au centre du système solaire. Mais il avait tellement peur de ce que ça pouvait créer qu'il a attendu d'être sur son lit de mort, justement, en 1543, pour publier le fameux livre. Donc, la théorie a été moquée, on se disait mais c'est n'importe quoi, c'est rien. Puis elle a été reprise par Galilée, si vous voulez, qui en 1610 a inventé la lunette astronomique qui lui permet de mieux photographier les astres et de mieux étudier le mouvement des planètes par rapport à la Terre et tout le tralala. Il est donc devenu très dangereux, un peu comme Giordano Bruno 10 ans avant, et justement on a mené une campagne contre lui dans le siège de l'Inquisition qui avait lieu à ce moment-là. Giordano Bruno avait été brûlé au bûcher en 1600 et Galilée était voué au même sort s'il ne faisait rien. Donc on lui a demandé de réévoquer ses théories qu'il avait écrites dans un livre qui avait pour titre en latin le Siderus Nuncius, le messager céleste. Donc, Galilée est devenu dangereux après la phase du ridicule, puisqu'avec les lunettes astronomiques et toutes ces démonstrations, ça devenait de plus en plus pertinent, mais ça bouleversait l'ordre établi de l'Église. Ce qui a donc conduit à ce qu'on dise à Galilée, ne viens pas jouer les troubleurs ici. On ne veut pas de trouble à l'ordre public, reviens sur tes décisions. D'où la fameuse phrase qu'on attribue à Galilée quand il est sorti du tribunal où il dit « Et pourtant, elle tourne, et pure si muove. Les Italiens me pardonneront. » Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, 400 ans plus tard, tout le monde sait que la Terre est ronde, sauf les illuminés qui pensent que la Terre est plate. Quand vous avez un ami au Canada, vous allez vous rendre compte qu'au Canada, en journée, il fait nuit en Europe ou en Afrique. Parce que justement, comme la Terre est ronde, si vous preniez un ballon devant vous, vous mettez une torche, la torche n'éclaire pas à la fois le côté qui est sur votre visage et le côté opposé avec la Terre, c'est pareil. Le soleil n'éclaire pas toutes les faces de la Terre au même moment. Quand il y a le jour, ici comme ici actuellement, c'est qu'il y a la nuit actuellement aux États-Unis, ou alors le jour se lève à peine. Il y a la nuit, en tout cas dans l'océan Pacifique. Il doit être minuit ou 2 heures du matin de ce côté-là. Donc, ridicule, dangereux, évident, c'est les 3 étapes de la révolution. Et ça s'est vu partout. Martin Luther King disait que I wish I have a dream. I have a dream. I want to see white boys, little white boys and little black boys. I want them to be able to sit down at the table of brotherhood. J'aimerais qu'ils soient capables d'être assis. I have a dream that one day it will be possible. J'aimerais qu'un jour nous ayons justement ce miracle-là où les blancs, les petits blancs, nos enfants et les enfants des autres pourront être assis ensemble et partager le pain de l'amitié. C'était impossible, c'était inimaginable, c'était à l'époque, il était ridicule. Qui est ce petit pasteur de l'église baptiste là qui veut nous déranger ici à Montgomery et à Atlanta et consorts, qu'il se taise. Puis il est devenu dangereux, tant et si bien que plus tard on l'a assassiné à Atlanta en 69. Mais bon, comme par hasard, dans le même siège on avait assassiné Malcolm X en 65, mais voilà, finalement, aujourd'hui, les Blancs et les Noirs partagent le métro ensemble, partagent le tramway ensemble, sont ensemble au conseil d'administration, et vous voyez que, justement, il y a beaucoup de choses qui sont encore à parfaire. C'est ce combat-là que nous avons donc à mener, c'est ce que nous dit dans Frantz Fanon quand il dit « Chaque génération doit », c'est dans Les damnés de la Terre, 1961, la parution du livre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, c'est-à-dire de manière ferme, de manière, sans qu'on ne voit à la fois devant et derrière, non, ça doit être clair, ça doit être en un sens, tu dois combattre dans le sens de ta mission, tu dois donc découvrir ta mission, soit tu la remplis, soit tu la trahis. Donc chaque génération doit, dans cette relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc supporter de passer les 3 étapes de la révolution, ridicule, dangereux, évident, toute révolution passe par là.
quand vous avez l'idée, quand vous énoncez l'idée, on dit c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Celui-ci pense que quoi, il va chasser Paul Biya, il se prend pour un révolutionnaire, mais c'est qui ça ne va pas marcher, ça ne va jamais y aboutir et tout. Toutes les révolutions sont passées par là. Thomas Sankara, quand il était à l'école d'Antire Abbey à Madagascar, a assisté à la révolution en 1972, à la chute de Philibert Tsiranana, le président malgache de l'époque, un dictateur notoire à la solde des colons, et ça lui a donné l'idée justement de mener une révolution imprégnée de démocratie, et il s'est dit, ben moi je vais le faire. On ne le prenait pas au sérieux, bien au contraire, c'était quelqu'un qu'on pouvait contrôler, qu'on pouvait calculer, qu'on pouvait arrimer à la mouvance soumise à la colonisation. Donc finalement, on l'avait intégré dans le personnel dirigeant, au secrétariat d'État de la présidence, au ministère. Il a travaillé pour les services de Jean-Baptiste Ouédraogo, entre autres. Maintenant, il démissionne en 1982-83 dans l'intervalle pour dire malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Je ne veux pas d'un dirigeant comme ça qui martyrise un peuple. Je veux une réelle idée de développement pour le Burkina Faso parce que voici ce que j'ai à proposer. Il est donc devenu dangereux. Il est devenu l'ennemi du pouvoir en place jusqu'au coup d'État du 4 août 1983, où il a fait chuter Jean-Baptiste Ouédraogo et Thomas Sankara a pris le pouvoir et on a vu comment son idéal de démocratie, son idéal de révolution pour le bien du peuple a commencé à porter ses fruits. C'est-à-dire que le peuple était amené à participer à l'échiquier aux discussions nationales, les femmes étaient mises en avant et voilà, il y avait même des journées de campagne entièrement dédiées aux femmes où la femme restait à la maison, l'homme allait faire les courses, ça lui permettait de comprendre ce que la femme subissait les 364 jours restants au cours de l'année dont il intégrait toute la population à cela. Il intégrait la population à la construction du rail, comme le chemin de fer qui allait de la capitale à Bobo-Dioulasso. C'était ça l'idée. Et sur l'autosuffisance alimentaire, quand il disait on ne doit pas être soumis à l'impérialisme parce que les grains de riz dans vos assiettes, par exemple, l'impérialisme se trouve là-bas. Vu que vous importez ce riz-là, et celui qui vous exporte ce riz, il peut vous soumettre à un embargo si vous faites ce qu'il ne désire pas, si vous ne faites pas ce qu'il désire. Donc, vous êtes obligé, vous êtes amené à cultiver vous-même ce que vous mangez et vous n'allez pas dépendre des autres. C'était devenu effectif et jusqu'au 15 octobre 1987, date de l'assassinat de Thomas Sankara, le Burkina Faso avait atteint une certaine autosuffisance. Nul doute qu'aujourd'hui, le Burkina serait au niveau de Singapour et au niveau des autres pays ici. Le capitaine Thomas Sankara n'avait pas été assassiné par qui vous savez. Donc, c'est ça l'idée d'une révolution. Elle est ridicule, elle est dangereuse, elle est évidente. Après, j'insiste dessus pour que vous réalisiez bien et c'est pour ça que j'utilise tous les secteurs. J'ai commencé avec l'histoire de l'astronomie, de la science en Europe. Je suis sur le terrain politique actuellement. On peut même aller sur la religion. On sera dimanche, dans 2 jours. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutent vont aller à l'église parce que d'ailleurs, quand je lis les commentaires de ce que les gens écrivent, il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu te protège, tu es un béni de Dieu et tout. Donc, beaucoup d'entre vous vont à l'église. Le problème, et d'ailleurs, y compris les biéistes, le problème c'est que ceux qui disent maintenant que Jésus, au nom de Jésus, s'ils étaient nés à l'époque de Jésus, ils auraient demandé qu'on crucifie Jésus aussi et qu'on relâche Barabbas. Parce que quand Jésus a dit pour la première fois, je suis le fils de Dieu, les pharisiens le regardant en disant, il est dingue lui, c'est pas le fils de Joseph là, le charpentier, c'est pas le petit voyou de Nazareth là qui, sans histoire, il a jamais fait rien d'extraordinaire, il se lève un matin, il dit qu'il est le fils de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé depuis je sais pas, c'est le fait il vient d'avoir 30 ans, c'est ça qui lui monte à la tête ou bien qu'est-ce qui se passe? Et après, Jésus est devenu dangereux parce qu'il avait des gens qui s'alliaient à lui. Et à la fin, on l'a assassiné parce qu'il était dangereux, mais 2000 ans plus tard, vous êtes tous à l'église au nom de Jésus parce que vous croyez à ce que Jésus vous a dit. Donc c'est un peu ça, la révolution que lui, il a apportée. Avec Mohammed, pour les musulmans, c'est pareil. En 622, Mohammed arrive à la Mecque et dit, bon, les gars, l'ange Gabriel m'a appelé sur la pierre et il m'a parlé, il m'a donné des messages. Voici ce que il m'a dit. Et à partir de là, ses frères se disent, mais Mohamed, que tu es en train de délirer là, faut nous excuser, arrête tes bêtises. On le menace même tant et si bien qu'il est obligé de fuir de la Mecque. Il arrive à Yatrib, qu'on appelle aujourd'hui Médine, et il implante son enseignement là-bas. Ce n'est qu'en 630 qu'il reviendra à la Mecque pour implanter justement la religion musulmane dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, en tout cas dans toute la péninsule
arabique. Et aujourd'hui, il y a 1,5 million de musulmans sur la terre. Donc, dans le même sillage, on a une idée, elle est ridicule, mais après, elle devient dangereuse, elle fait peur à tout le monde. Et à la fin, elle est évidente, c'est-à-dire les gens l'acceptent. Ce sont les 3 étapes de la révolution. J'ai pris tous ces exemples pour vous dire que quand les gens vous disent que Paul Biya ne peut pas chuter, c'est impossible, dites-vous simplement que vous êtes en train de passer dans les 3 étapes de la révolution. Et justement, vous êtes à l'étape du ridicule. Sauf qu'actuellement, nous sommes dans la transition entre le ridicule et le dangereux. Et nous approchons même bientôt, la transition là ne sera pas très longue, nous approcherons bientôt l'évident. Vous voyez bien, quand on a créé le MRC et que Maurice Kamto s'agitait, on ne le prenait pas au sérieux, on disait, bon, c'est un petit gars qui était au gouvernement, je sais pas, peut-être il veut un poste, il veut un truc, il quitte le gouvernement pour faire le buzz, pour faire parler de lui. Mais après, le MRC a pris de l'ampleur sur les 7 dernières années et maintenant le MRC commence à s'imposer comme une entité justement qui est en train de menacer le pouvoir et de bousculer le pouvoir. On a fait tout ce qu'il ne voulait pas qu'on fasse. On n'est pas allé aux élections régionales, on n'est pas, pardon, municipales, législatives, on a boycotté beaucoup de choses, on a organisé des marches, on est en train de braver les interdits et ils se disent mais c'est pas possible, ils sont en train de nous pourrir la vie. Aujourd'hui, on n'est plus ridicule. Si vous mobilisez des camions de police à Yaoundé pour interdire un parti ridicule, c'est que vous êtes ridicule. Imaginez un enfant de 3 ans chez moi qui me dit qu'il va me bastonner. Ben, je vais rigoler parce que c'est ridicule, c'est impossible. Mais si quand il me dit ça, je prends des armes, quand il me dit cela, je prends des coups de poing que j'attache sur les poignets, je prends une armure que je mets sur les coudes, je prends un pistolet, un couteau, un fusil de chasse et tout pour me battre contre ce garçon de 3 ans. On va me dire bah ton adversaire n'est plus un enfant là, parce que si tu te bats, si tu t'armes comme ça contre lui, c'est que tu le prends au sérieux. Il n'est donc plus ridicule. On est dans la phase du dangereux et c'est la meilleure phase parce que ça veut dire maintenant c'est le bras de fer. Et le bras de fer se solde par justement la chute de celui qu'on veut combattre. C'est ça la bonne nouvelle avec les révolutions. Les révolutions ne se soldent jamais par la victoire du dictateur. Les révolutions peuvent durer 50 ans. La lutte des FARC, elle a duré une éternité. Elle est même encore plus ou moins là jusqu'à ce qu'on signe soit un accord de paix, soit on vous intègre dans l'armée, soit en tout cas, il y a toujours une révolution en votre faveur. C'est pareil avec les anglophones. On leur a dit, on ne va pas vous accorder ce que vous voulez, on les a tabassés. Ils se sont radicalisés et finalement on leur a accordé ce qu'ils veulent, en tout cas dans les textes, les avocats et les enseignants qui revendiquaient, sauf qu'il était trop tard. Ils demandaient déjà beaucoup plus parce que ceux qui les ont bastonnés quand ils demandaient encore un peu, leur ont mis dans la tête que ben justement ça ne sert à rien et il faut se battre par tous les moyens. C'est ce qu'ils sont en train de faire et d'une façon ou d'une autre ça va se terminer comme ça. Quand le régime sera renversé, on initiera un vrai dialogue, on va trouver un juste milieu où la solution va nous contenter d'une part et contenter les anglophones d'autre part. Donc, la même chose s'est passée avec les activistes de la diaspora, la brigade anti-Sardina. On les a trouvés ridicules au début. Ils sont allés empêcher les chanteurs de chanter. On disait, bah, ceux-ci, ils se prennent pour qui? Ils empêchent les chanteurs. Bon, on peut discuter dessus. C'est un autre sujet. Mais maintenant, ils ont empêché les chanteurs de chanter. C'était encore quelques agitateurs de la diaspora. Sauf qu'après, ils ont élevé le niveau jusqu'à empêcher un président ils ont élevé le niveau jusqu'à empêcher un président justement de sortir de l'hôtel où il se trouvait dans la diaspora. Qui l'eût cru? C'est-à-dire que quand le mouvement est né il y a quelque temps, qui aurait pensé un seul instant que Paul Biya serait empêché de séjourner à Genève? Ils ont bousculé, ils ont bougé les lignes, ça fait 1 an que Paul Biya est au pays, ça fait donc 25 millions de francs CFA par nuit économisé, ils peuvent peut-être le dépenser ailleurs, mais au moins ce circuit de dépenses, il a été annihilé. C'est du très beau travail, c'est de l'excellent travail que la brigade anti-Sardinard a fait d'avoir empêché, d'avoir rendu Apple via le séjour, mais impossible. Et aussi dans le même sillage, ils sont devenus dangereux en attaquant les ambassades le 26 janvier 2019 en réaction au fait qu'on avait tiré sur leurs compatriotes au pays. C'est un peu drôle de voir des gens qui disent qu'ils sont républicains, mais qui tirent sur leurs compatriotes et qui, en plus de tirer sur leurs compatriotes, s'étonnent qu'ailleurs, les gens se soient offusqués de ça et aient réagi parce qu'ils étaient animés par la rage de toute cette injustice-là. Donc, le ridicule dangereux et évident nous traverse tous qu'on soit de la diaspora ou des partis politiques et c'est justement ce qui va nous amener aussi bien la brigade anti-Sardinard que les acteurs de la société civile de manière générale ou encore le MRC
dans les diasporas, aussi bien dans les diasporas que sur le sol européen, ce sont ces choses-là qui vont nous amener au chassement final que nous cherchons à atteindre. Donc n'en doutez pas une seule seconde. Je vais fermer le premier volet par là. Ne vous faites pas du souci de ceux qui vous disent, vous perdez votre temps, de ceux qui vous disent ridicule. Je vous ai dit, ne dialoguez plus avec des billaïstes. Fidel Castro, Ho Chi Minh au Vietnam, Ahmed Ben Bella en Algérie ne s'étaient pas assis pour essayer de convaincre ceux qui ne croyaient pas en eux et qui étaient inféodés au régime. Ils ont mené leur révolution. C'est la fin qui justifie les moyens, c'est les résultats qui comptent. N'allez pas dans un forum avec un billaïste lui dire oui, on va chasser Biya. Pourquoi tu n'y crois pas? Non, laissez-le dire que vous n'allez pas chasser Paul Biya. Et c'est quand lui-même il verra que Paul Biya n'est plus au pouvoir que vous allez lui dire cher frère, je te salue. Donc c'est aussi simple que ça. Ça va donc nous amener au deuxième volet de ceux qui nous ont dit, de ceux qui ont voulu torpiller la manifestation que nous avons prévue pour demain à Paris, au Trocadéro, qui se sont agités. On n'a pas longuement discuté avec eux, on a dit c'est au Trocadéro, point barre, et aujourd'hui, ils constatent que c'est au Trocadéro, il n'y a pas de raccourci par rapport à cela. Pour terminer, d'abord, dernière parenthèse avant le chapitre 2, les mobilisations en Europe, j'ai aussi envie de dire, ne répondez pas non plus à ceux qui vous disent tu parles, mais dans les actions, on ne te voit pas. Tu parles seulement des paroles, mais pas des actes. Les paroles sont des actes. Martin Luther King n'a rien fait d'autre que parler. Martin Luther King, Rosa Parks, Annie Lee Cooper ou encore Amelie Boynton, tous ces gens-là n'ont rien fait d'autre que parler. Et leur parole a traversé le temps. Je sais pas, Mohandas Karamchand Gandhi en Inde n'a rien fait d'autre que parler. De manière générale, tout ce qu'il faisait était dicté par la parole. L'éthique de vie, il n'a fait que parler et justement la parole a vaincu les impérialistes. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui agissent en fonction de ce que ceux qui ont parlé ont dit. Ça se complète. Il y a des gens qui sont là dans l'action, qui n'ont pas l'art du discours, mais ils ont besoin de ceux qui ont l'art du discours pour agir. Il y a des gens qui ont l'art du discours, mais qui n'ont pas la force d'action, mais justement, ils sont utiles parce que leur discours galvanise, leur discours impulse, leur discours amène les gens à agir. Si les gens pensaient que la parole est inutile, il n'y aurait pas plus de 1,5 4 personnes actuellement connectées sur ce streaming. C'est parce que vous savez que vous qui allez agir, la parole qu'on peut vous donner peut vous initier, peut vous inspirer à davantage d'actions, à plus de concret dans vos actions, peut vous inciter à mieux vous organiser et à créer vraiment quelque chose pour vous inciter à avoir un courage que vous n'aviez pas. C'est à ça que sert le public dans un stade. Dans un stade, le public ne joue pas, il descend pas sur le terrain, le public ne fait que parler, il donne de la voix, c'est-à-dire il utilise les forces qu'il a parce que la parole est une action. Quand on nous dit je ne sais pas si les activistes ont dit il y a un an, on se reunit à Genève pour chasser Paul Biya, c'était la parole. Cette parole a amené les gens à sortir et aller chasser Paul Biya à Genève. Résultat, Paul Biya n'est plus là-dedans, c'est la parole qui impulse l'action. Pour revenir à la religion, ceux qui prient ici disent toujours j'ai péché, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. C'est une bonne chronologie, c'est-à-dire on pense d'abord, on élabore et ensuite on parle. Maintenant, ce qu'on fait comme action est en fonction de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a dit. Et après, on peut décider, après avoir pensé et dit d'agir, c'est l'action, ou de ne pas agir, c'est ça l'omission, on omet d'agir. Donc, n'écoutez pas les illuminés qui vous disent que oui, vous bavardez, mais il n'y a pas d'action. Ce sont des gens qui ne se rendent même pas compte que le simple fait qu'ils viennent vous dire que vous nous cassez les œufs, vous dérangez, ben, ils sont en train de prouver que votre parole fonctionne, puisque vous avez parlé pour les déranger, pour les empêcher d'être tranquilles. Donc, j'ai toujours été amusé quand les billaïstes disent, par exemple, oui, mais vous bavardez, arrêtez, vous nous tirez les œufs, vous nous fatiguez, venez descendre ici au Pays-Bas. Sinon, on a décidé de parler. Bah, c'est notre stratégie. Ceux qui sont au pays feront le travail au pays. Nous, on a décidé de parler dans les diasporas. Et si ça vous dérange déjà, tant mieux. Ça veut dire que l'action de ceux qui sont au pays va vous déranger davantage. Nous n'allons pas venir au pays parce qu'on nous avait demandé de venir au pays. Tu ne peux pas être en train de te battre contre un serpent et le serpent te dit, ah tiens, viens m'arracher les crochets. Non, le serpent a besoin de ses crochets pour t'injecter le venin. Il ne va donc pas te donner son point faible. La diaspora ne va pas venir bêtement au Cameroun et sacrifier par deux sa puissance communicationnelle
pour se faire arrêter, alors que depuis la diaspora, elle peut impulser les milliers, les millions de Camerounais indécis à agir, à se lever et à sortir de chez eux. C'est pas l'adversaire qui nous dit venez ici dans l'intention de réduire notre puissance. Donc, our revolution, our strategies. Notre révolution, nos méthodes, c'est nous qui allons déterminer comment nous faisons quoi, quand, où, pour qui et pourquoi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette partie, les 3 étapes de la révolution. Si vous n'avez pas bien compris, je crois que j'ai pris énormément d'exemples dans ce live, vous pouvez revenir dessus. Je peux même vous laisser un dernier exemple en bonus parce que c'est important. La révolution est la mère de l'éducation. Aujourd'hui, parce qu'il faut parler des femmes aussi. Nous célébrons beaucoup dans la communauté africaine ou panafricaine Kimpavita. Beaucoup de gens en parlent sans savoir de qui il s'agit. Kimpavita, c'est une idéologue spirituelle dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo. C'était autrefois le Mbanza Congo, qui disait que l'enseignement de la Bible n'est pas l'apanage du peuple d'Israël. L'enseignement de la Bible, c'est en fait lié à l'Afrique et que la Jérusalem, elle voit en le Mbanza Congo, la Jérusalem dont on parle dans la Bible, dont elle avait un développement, une conception des choses auto-centrées. Elle trouvait que c'était justement l'Afrique, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et entre autres, les plus anciennes civilisations sont retrouvées en Afrique, donc que les autres ne viennent pas nous dire que c'est Dieu qui allait les voir en premier et a dit qu'ils étaient le peuple élu. Les capucins portugais n'ont pas supporté ce que Kimpavita disait. Déjà, ils la trouvaient ridicule. Au début, une femme qui s'agite et dit qu'elle est la nouvelle Jésus, je sais pas trop. Donc, laissons-la à sa folie. Sauf que l'enseignement de Kimpavita portait des fruits auprès de la communauté, tant et si bien qu'ils ont été obligés de l'éliminer, comme ils ont fait à Giordano Bruno en Europe, ou qu'ils ont voulu faire à Galileo, à Florence, Firenze, en Italie. En 1610, ils ont voulu, en tout cas ils l'ont fait à Kimpavita en 1706, on l'a brûlé comme une brochette de soya sur le grillage, sur le bûcher, avec son mari et son petit bébé. Mais aujourd'hui, tout le monde célèbre Kimpavita comme l'une des figures de l'héroïsme féminin en Afrique. Et quand on parle de féminisme, les Africains authentiques aiment qu'on leur parle de Kimpavita. Voilà donc les 3 étapes de la révolution qui vont nous amener à... Ah, vous n'allez jamais chasser Paul Biya, vous agitez pour rien, vous n'êtes que des clones. Jusqu'à la 2e étape. Alors, pourquoi vous dérangez, pourquoi vous voulez déstabiliser le Cameroun? Et à la fin, ce sera mince. Ils ont chassé Paul Biya. Comment on va faire? On va fuir, on va quitter le pays. Je vous répète que Fulgencio Batista à Cuba avait justement pris l'avion et avait fui vers la République dominicaine parce que la révolution avait fonctionné. Or, au début, on dit que ce sont des petits enfants qu'on va massacrer. Ils se prennent pour des guerriers. Un avocat et un infirmier qui pensent qu'ils peuvent mener une révolution. C'est n'importe quoi. Donc, on s'est moqué d'eux. Après, ils sont devenus dangereux. Pendant 2 ans, ils ont déclenché en 1958 l'opération Verano, où une centaine de soldats est allé mettre à genoux près de 2000 soldats, voire même plus, de l'armée de Batista. Tant et si bien que, après avoir reçu des centaines de pertes, les soldats de Batista étaient démoralisés. À partir de là, certains ont commencé à s'allier au camp de Fidel Castro et à grossir ses rangs, ce qui a énormément affaibli le régime. On est donc passé du ridicule au dangereux et c'est devenu évident. Voilà, c'était assez clair. J'espère, en tout cas, confirmez-moi que c'était assez clair, parce que je ne vais pas revenir aussi longuement dessus. On passe à l'étape 2 sur 5. Je vais parler justement de la mobilisation de demain dans les grandes villes de la diaspora. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a 4 jours, je ne sais pas quand, il y a 3 jours, quand j'ai fait mon dernier live. Les raisons de la date du 19 pour la mobilisation au Cameroun sont les suivantes. Les Camerounais de la diaspora ont peur les Camerounais du Cameroun ont peur de la répression de l'armée de Paul Atangadji. Il fonctionne sur l'intimidation, la menace, la violence, la brutalité, le mépris de l'être humain. Il compte sur le fait qu'on va mettre des policiers partout, ça va intimider les gens et donc tout le monde va rester chez lui. Et après, on dira que le peuple camerounais a soutenu Paul Biya. Donc, ils veulent faire cette propagande-là, un peu comme Hitler qui voulait des blonds aux yeux bleus alors que lui était brun avec une moustache noire. Ils veulent donc faire ce jeu pervers pour faire croire aux populations, après avoir menacé les dissidents et après avoir donné de l'argent à des pseudo-convaincus, ils veulent faire croire au Cameroun que le peuple soutient Paul Biya, alors que quand on laisse sans police, sans interdiction, le peuple soutenir Paul Biya, vous voyez à peine 3-4 personnes et on est même obligé de leur donner de l'argent.
Or, quand on laisse le peuple soutenir Maurice Kamto, vous voyez une marée humaine, un véritable essaim d'abeilles à travers les rues. La raison donc pour laquelle nous avons dit que nous allons organiser les manifestations ici le 19, c'est parce que nous avons envie de donner du courage, c'est-à-dire du carburant aux nôtres qui sont au pays actuellement, pour qu'ils voient, pour qu'en voyant ce qui se passe actuellement au pays, ils aient la force, ils aient la hargne en se disant, regardez comment la diaspora s'est mobilisée comme un seul homme, regardez comment elle a réussi à avoir, à faire foule, regardez comment ça se passe quand il n'y a pas l'interdiction policière, quand ils vont voir 3000, 4000 personnes quelque part, ils auront justement la force, la hargne de sortir de chez eux parce qu'ils vont que nous, on a fait pour nous. On a fait notre part, comme on dit. C'est pour ça que donc d'entrée de jeu, je réinvite tous ceux qui écoutent ce live et qui aiment bien écouter les gens parce qu'ils parlent bien au lieu d'agir quand on leur demande une action minimale, c'est-à-dire la présence. Soyez présents là où vous vous trouvez. C'est à Berne en Suisse, c'est à Bruxelles en Belgique, c'est à Berlin en Allemagne, c'est à Paris en France, je crois Washington, New York. En tout cas, regardez les flyers du pays où vous vous trouvez. Entre Washington et New York, je crois c'est à Ottawa au Canada ou à Toronto. En tout cas, l'une des villes. Je ne fais plus très bien la distinction. En tout cas, je n'y suis jamais allé, donc je n'y sais pas. En tout cas, regardez là où vous vous trouvez. Je parle principalement de là où moi je me trouve, Paris en France, qui est l'épicentre de la mobilisation de la diaspora. Il est important que la mobilisation à Paris en France réussisse parce que Paris revêt un énorme caractère symbolique. C'est le pays du colon, c'est le pays où Paul Biya vient rendre compte, c'est la capitale du pays où il vient rendre compte à Emmanuel Macron, alors qu'on dit qu'on est un pays souverain. Donc, il faut que la mobilisation ici soit efficace. Et pour que la mobilisation soit efficace, il faut que nous parlions justement, comme on dit, d'une seule voix de manière unie et dans un intervalle, dans un itinéraire précis. Il s'avère donc que depuis une semaine, nous avons fixé le Trocadéro comme la date prévue, parce que les activistes de la diaspora ont l'habitude d'organiser des manifestations ici depuis une trentaine d'années, que certains d'entre eux sont là, ils savent comment ça se passe, ils savent comment ils parlent avec les autorités, ils sont même déjà amis de la police. C'est des gens, ils n'ont pas besoin de déposer un papier au préalable de déclaration, ils appellent juste le policier, ils disent « Ah oui, général, comment ça se passe? Bonjour, comment tu vas? Comment vont les enfants? Et tout, on est mort organisé. » Ça se règle à l'amiable. Et la seule chose qu'ils font après, c'est d'aller signer l'autorisation quand ils se rendent dans les bureaux. C'est exactement ce qui était en train de se passer actuellement. Il y a donc des gens malheureusement animés par un esprit autre que l'esprit de révolution et de chassement de Paul Biya qui nous anime, qui sont sortis de terre pour des motifs qu'ils sont les seuls à savoir et qui ont confondu la révolution avec un défilé de mode. Il y a des gens qui sont dans le combat pour qu'on parle d'eux, pour qu'on les voit, pour qu'ils soient en avant, pour qu'ils fassent de belles photos, pour faire des selfies et rentrer chez eux, comme si on avait besoin de ça. Que celui qui veut être star aille jouer au football, que celui qui veut être star prenne une guitare et se mette à chanter, il signera des autographes partout au coin de rue. On se fiche pas mal de ceux qui ont le leadership, on se fiche pas mal de ceux qui ont un mouvement. De ceux qui ont, je sais pas, eu un nom ou je sais pas un mouvement, une organisation ou qui sont dans un parti politique. Je suis du MRC et je précise deux choses. La première, c'est que depuis des jours, les gens n'arrêtent pas de m'interpeller, croyant me faire plaisir avec le superbe qualificatif, Monsieur le conseiller. Ça ne permet pas à Paul Biya de quitter le pouvoir. Je crois que si on te nomme conseiller de Maurice Kamto, c'est parce que Maurice Kamto te donne la possibilité de lui souffler directement les idées que tu as eues, qu'il t'a vu avoir de manière générale. Il te donne la prérogative de les lui souffler pour chasser Paul Biya, pour construire un nouveau Cameroun. En fait, c'est le moyen vers une fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas Monsieur le conseiller qui va faire chuter Paul Biya. Ça, c'est la première chose que je veux préciser. Pour ceux qui aiment les titres, ou certains qui ont commencé à signer tous leurs articles et toutes leurs sorties par Monsieur le chef de, Monsieur le dirigeant, on n'en a pas besoin. C'est une mentalité très française que nous, qui avons énormément vécu en Allemagne, constatons énormément chez ceux qui vivent en France. On a l'impression que sans le titre, tu n'existes pas. Tu as besoin qu'on mette ton titre devant ton nom pour qu'on sache que tu es quelqu'un d'important. Or, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais qui permettra aux gens
justement de te donner des titres que tu n'as pas demandé. C'est pour ça que Maurice Kamto a appelé beaucoup de personnes qui ont été surprises, moi y compris. On ne lui a rien demandé, on ne lui a pas dit je vais être nommé, on ne veut rien. On a essayé de faire du bon travail et ceux qui voient le bon travail ont mis en exergue ceux qui faisaient ce bon travail-là. Et c'est aussi pour ça que vous voyez depuis, j'ai remercié énormément les activistes de la diaspora qui depuis le début organisaient d'énormes mobilisations ici pour justement chasser Paul Biya de Genève. Quand ils avaient en esprit de chasser Paul Biya de la diaspora et qu'il arrête de dilapider les fonds, tout fonctionnait à merveille. À partir du moment où des gens viennent pour leur belle gueule, pour qu'on les voit, parce qu'ils sont très beaux, ils s'habillent très bien, on n'est plus dans la révolution, on est dans un site de rencontre où des gens sont venus chercher l'amour, pensant que c'est l'amour qui nous a réunis ici. Si on se connaît, ou si on est 1500 sur ce streaming, c'est parce qu'on voulait écouter les idées qui convergent vers la révolution. Ce n'est pas parce que ma chemise blanche vous plaît beaucoup. Les chemises blanches, il y en a partout. Ce qui nous a donc réunis, c'est la politique. Donc si ce n'est pas la politique, beaucoup d'entre nous ne se connaîtraient même pas. Donc personne ne cherche ici à être beau, à être apprécié de tous, à être la star de je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de ça ici. Donc, la manifestation n'est donc pas, et c'était ce que je disais en deuxième instance, la manifestation n'est donc pas organisée par le MRC. Qu'on ne vous trompe pas. Le MRC appuie la diaspora dans cette manifestation, mais la diaspora ici, la société civile, a une énorme capacité de mobilisation, une énorme visibilité qui fait que beaucoup de gens vont se mobiliser parce que c'est la diaspora qui l'a demandé et pas parce que c'est un parti politique. Au MRC Europe, à part moi, il n'y a pas grand monde qui est connu de la diaspora. Il n'y a pas grand monde, il y a quasiment personne qui a une capacité de mobilisation, une audience réelle. Le MRC n'a pas la puissance de frappe nécessaire pour mobiliser quoi que ce soit d'envergure dans la diaspora. Donc, en tant que MRCiste, justement, je suis d'avis que le MRC devrait se placer côte à côte avec les restants de la diaspora et se calmer, si vous voulez, ceux qui veulent, au nom d'un titre ou au nom de quelque chose, prendre les devants, alors que l'intérêt, c'est de faire le maximum de foule possible, qu'ils se calment et laissent la mobilisation se faire. On est dans le chassement de Paul Biya, ceux qui veulent être beaux, qu'ils aillent créer une chaîne YouTube et fassent des démonstrations de leur superbe anatomie. On n'est pas dedans et on n'est pas dans les titres, ce n'est pas les titres qui chassent Paul Biya. Je répète donc que la mobilisation à Paris aura lieu au Trocadéro, la place du Trocadéro, et je vais vous dire pourquoi. Quand des gens ont sorti des flyers pour vous dire que si à la place de la Bastille, il s'est posé deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ont dit que il y a une autorisation pour la place de la Bastille. Je suis désolé, quand on veut mener une révolution, on n'est pas dans la logique de supplier les autorisations. C'est totalement stupide. Vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont au Cameroun d'aller droit vers les canons d'Atanganji et d'affronter le danger de mort. Et vous, ici, vous avez peur d'organiser une manifestation non autorisée. Si vous n'arrivez pas à braver les forces de police républicaines en France, ne demandez pas aux Camerounais d'aller braver les forces de police barbares au Cameroun. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le premier élément. Je vais y revenir tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est qu'il disait que il y a, on nous a sorti plusieurs versions. Il y a la journée du patrimoine au Trocadéro. Il y a d'autres manifestations au Trocadéro dont ça ne se passera pas là-bas. Ils n'ont pas remarqué qu'il y a aussi d'autres manifestations à Place de la République. J'ai précisé que la raison pour laquelle on se mobilise, c'est parce que les Camerounais du Cameroun doivent voir une marée humaine de gens qui vont leur donner le courage de sortir chez eux. Quand des gens vous disent allons à République, allons à Bastille, là où il y a déjà d'autres personnes, d'autres communautés africaines, vous donnez le flanc, vous prêtez le flanc aux biaïstes qui vont dire mais regardez, ils sont allés se mêler aux Maliens, aux Sénégalais parce qu'ils étaient incapables de mobiliser, donc c'est pour ça qu'ils sont allés là-bas et voilà, ça ne va pas encourager ceux qui sont au Cameroun. On pose donc la question, si ceux qui vous ont amené à Bastille voulaient vraiment que les Camerounais se mobilisent pour chasser Paul Biya, il faut que chacun soit ouvert et clair sur les intérêts qu'il recherche dans ce qu'on appelle, dans cette chose qu'on appelle la révolution, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde. Il y a des gens qui semblent être là par affinité. On va vous dire de soutenir tel, de vous allier à tel. Nous n'avons pas d'amis ou d'ennemis dans la révolution. Vos vies, vos personnalités, vos personnes, vos vies particulières, vos personnalités ne m'intéressent pas du tout. J'ai besoin de vous en tant que Camerounais pour chasser Paul Biya. Si vous pensez qu'il faut chasser Paul Biya, logiquement, vous allez aller où il y a le maximum de personnes, où il y a les grandes figures de mobilisation. Vous n'allez pas participer à une confusion communicationnelle où des gens cherchent à étirer alors que la logique même de la mobilisation n'a pas de sens. Donc,
Nous ne sommes pas des Français, nous n'avons pas pris la Bastille en 1789, on n'a rien à faire à la place de la Bastille pour chasser Paul Biya, on n'a rien à faire à la place de la République parce qu'on sera avec les Sénégalais, les Maliens, les Éthiopiens, tous les Panafricains. Comment on va organiser, comment les gens vont savoir ce qui nous regarde? Voici les Camerounais, voici, on va voir des drapeaux de tous les pays, comment les Camerounais du pays seront galvanisés. Donc l'esprit même déjà dans lequel on organise la révolution est totalement faussé parce que des gens vous ne comprennent pas la raison pour laquelle on a voulu se mobiliser. Si on est au Trocadéro où on est seul et qu'on est 4000, bah, tout le monde verra, regardez, tous sont des Camerounais, regardez, 4000 Camerounais à Paris, mais c'est grandiose. Et quand vous êtes 4000, vous avez une force incommensurable, vous n'avez pas besoin d'autorisation de quiconque, la force du nombre fait la loi. Quand les gilets jaunes ont pris l'arc de triomphe, quand ils sont allés bloquer les ronds-points, empêcher les camions de police de faire quoi que ce soit, c'est parce qu'ils étaient nombreux. Quand on veut mener une révolution, on s'en fout de la police. Une manifestation pacifique ne veut pas dire qu'on est barbare et qu'on fait du mal aux gens, mais on se fiche pas mal de la police parce qu'on a un idéal à atteindre, on a une mobilisation qui poursuit un but particulier, chasser Paul Biya en menant une campagne d'image, une campagne de communication gigantesque et non en se noyant dans des manifestations organisées par d'autres qui n'ont pas la même préoccupation que nous. Les Maliens viennent de chasser leur président. Nous, on doit encore chasser le nôtre. Il ne faut pas qu'on se mélange avec eux parce que les gens vont voir et dire bah, c'était pas tous des Camerounais, il y avait des Maliens aussi, il y avait peut-être 5 Camerounais, mais le reste c'était des Maliens. C'est ce qu'ils vont dire et ça ne va pas encourager. De plus, la raison pour laquelle nous avons choisi le Trocadéro, c'est parce que c'est proche des institutions qui incarnent le mieux la gouvernance de Paul Biya. On dirait qu'il y a des gens qui en 2020 ont encore peur de parler de l'ambassade du Cameroun. On n'est plus en 2019 où l'intimidation d'Atanganji fonctionnait, ou parce qu'on t'accusait, il y a tort d'avoir saccagé les ambassades, tu disais ah non, je n'en fais pas partie. Même si tu n'en fais pas partie, prends, ça ne t'enlève rien de tout support. On est dans la révolution, on veut chasser Paul Biya. Donc si quelqu'un te dit qu'il t'a vu à l'ambassade, même si tu n'étais pas dit oui, j'étais présent, et la finalité dans l'ambassade, c'est de chasser Paul Biya. Les gilets jaunes étaient sur l'arc de triomphe au sommet, ils ont tagué l'arc de triomphe, ils ont insulté Macron démission, ils ont bloqué, ils ont fait tomber les grilles des mairies, ils étaient partout il y avait à peu près 60 000 mobilisations à travers la France. Ils ne se sont pas préoccupés de ah non, on n'a pas d'autorisation, on n'a pas de... Vous voulez mener une révolution et vous avez besoin d'autorisation, on est en pleine sorcellerie. Donc vous pensez que Paul Biya, donc demandez une fois alors à ceux qui sont au Cameroun de s'asseoir et d'attendre que Paul Biya leur donne l'autorisation. Si la police vous dit n'allez pas au Trocadéro, bon déjà je précise que nous avons l'autorisation pour le Trocadéro. Mais comme je vous ai dit, on se fiche de la police. Ça veut dire que même si elle nous avait dit allez ailleurs, nous serions allés au Trocadéro because the Trocadéro is the place to be. C'est l'endroit où il faut être. Parce que vous ne pouvez pas mener une révolution. Vous ne pouvez pas demander aux gens du Cameroun de mener la révolution. Et vous n'arrivez même pas à vaincre une police républicaine ici en France. Si la police vous disait allez manifester à Marseille, là où personne ne vous voit. Donc vous serez allé à Marseille parce que la police vous a dit d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils en savent du Cameroun? Et ils n'ont pas de problème. Nous on va chasser Paul Biya et Paul Biya est incarné ici par les institutions du Cameroun. Donc on a besoin d'être près de cette institution-là pour le symbole. Et ils sont en France, 6e puissance économique du monde. Et ils sont développés, ils n'ont pas nos problèmes. Donc s'ils nous envoient à Marseille ou quelque part, je sais pas, à Argenteuil, dans une banlieue, dans une fausse banlieue, à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, on va aller se cacher là-bas en Beauce parce que la police ne veut pas nous voir au Trocadéro ou dans d'autres ambassades. Quand vous êtes 4000, 5000, la police vous regarde, elle ne fait plus rien. Et c'est exactement ce que nous essayons d'atteindre au Cameroun. Donc c'est lui qui dit que il veut mener la révolution, mais il dit « Je suis très républicain, donc je vais à Bassi parce que c'est l'on sera encadré, choyé par la police. » Ben, demandez une fois qu'on vous donne des petits gâteaux, des bonbons et des yaourts, vous serez encadré, là-bas vous serez bien. On va vous faire un massage puisque c'est ça que vous voulez. Les gens veulent partir de Bassi à République et marcher et rentrer chez eux. C'est ça qui va effrayer Paul Biya. Vous avez peur des actions d'éclat, vous avez peur de vous rapprocher des institutions. C'est incroyable. Et vous demandez à ceux qui sont au Cameroun de chasser Paul Biya. Il faut arrêter la sorcellerie. Je vais vous raconter l'histoire des droits des peuples, ici comme ailleurs. Nous sommes en Europe et j'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, on est très content, on est avec les Blancs dans le tramway, dans le métro, on y est avec eux. Est-ce que vous savez ce que les Noirs ont dû faire
et subir pour que le blanc nous accepte dans son tramway, pour que le blanc nous accepte chez lui, pour qu'on puisse vivre chez lui comme si on était des humains comme lui. On n'a pas besoin certes de l'attestation des blancs pour savoir si on est humain ou pas, mais comme on est chez eux, bah, ils ont le droit de nous refuser chez eux. Même si nous, on n'a pas la force de les refuser chez nous, parce qu'on est trop naïf, trop gentil, trop, je sais pas, idéaliste, on croit qu'on est des amis. Bon, on est chez eux, ils nous refusaient chez eux, ils avaient la ségrégation et tout, même à l'apartheid, en Afrique du Sud, à la période apartheid, il y avait la ségrégation. Si ces gens avaient respecté les lois, si ces gens avaient été républicains un seul instant, il n'y aurait jamais eu ce dont vous profitez aujourd'hui, chers légalistes. Et on est dans le monde à l'envers, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde est entré dans cette révolution en comprenant bel et bien ce qu'on appelle révolution et en comprenant la raison pour laquelle il est là. Tu es dans la révolution et tu t'intéresses aux lois. Dans la révolution, on s'intéresse au nombre. Quand tu as dit révolution pacifique, ça veut dire tu ne veux faire de mal à personne. Mais ça s'arrête là. Après, tu cherches le nombre. Le nombre te permet de faire ce que tu veux. Si tu as dit que tu veux aller voir monsieur le maire dans sa mairie et que vous êtes 4000, que la police soit d'accord ou pas, tu iras à la mairie voir monsieur le maire parce que le nombre te le permet. C'est cet acte révolutionnaire qui fera que tu resteras dans l'histoire et on parlera de toi avant. Mais tu veux mener une révolution et tu attends que c'est la police qui te dise comment ta révolution doit se passer. Du coup, si elle te dit ne pars pas là-bas, bah, tu n'iras jamais là-bas. Tu vas donc renverser quel dictateur? Renverser un dictateur autrement qu'en période électorale, c'est y aller contre la loi, c'est y aller dans... ce n'est plus la légalité, c'est plutôt la légitimité. Sachez donc que tout ce qui est légal n'est pas légitime. On peut nous interdire d'aller quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on a raison de nous interdire d'aller là-bas. Donc, si on a dit qu'on va au Trocadéro, c'est parce que les institutions sont de ce côté-là. On est des Camerounais. S'il y a des gens parmi nous, Maurice Kamto n'a envoyé personne saccager, brûler ou je sais pas faire quoi à quelqu'un ou à quelque chose. Mais s'il y a des gens parmi nous, des activistes qui disent qu'ils veulent aller à l'ambassade, mais qu'ils aillent à l'ambassade, c'est le symbole même de la souveraineté dictatoriale de Paul Biya, qu'ils y aillent et qu'ils y fassent ce qu'ils veulent. C'est la maison du Cameroun, c'est notre maison, c'est le territoire camerounais. On a le droit d'en faire ce que nous désirons. Les Burkinabés ont brûlé le palais, l'hôtel des députés à Ouagadougou lors de leur révolution. Les Français, comme je disais, sont entrés dans l'Arc de Triomphe, ont fait chuter l'hôtel de ville dans les régions, dans la périphérie provinciale. Et maintenant, je disais, je vais vous raconter l'histoire des peuples. Vous parlez beaucoup de Martin Luther King. Vous dites c'est un héros. Il y a même des gens qui ont... On a eu des gens qui nous ont insultés d'être désordonnés alors qu'ils avaient le poster de Martin Luther King dans leur profil Facebook ou le profil de Che Guevara. Che Guevara, lui, il a pris des armes, il a tué des gens pour gagner contre Batista, pour mener sa révolution. Nous, on n'a tué personne. Vous avez Che Guevara et vous nous insultez. C'est incroyable. Allons donc à Martin Luther King. En 1965, il s'est passé un événement qu'on a appelé la marche de Selma à Montgomery. C'est dans l'état de l'Alabama. Selma, c'est une ville qui est située à peu près 85 km de Montgomery. Ils ont décidé justement, Montgomery, qui est la capitale de l'État de l'Alabama aux États-Unis, de faire une marche pour les droits civiques. C'était à l'époque où les droits civiques étaient, voilà, c'était compliqué, les droits les droits de vote, les droits en fait. Il y avait une discrimination énorme qui empêchait les Noirs de voter dans de bonnes conditions, malgré le fait que le successeur de John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson, avait signé un décret en 1964 qui permettait aux Noirs d'avoir moins de discrimination raciale sur la question des droits. Il y avait encore une discrimination énorme, notamment dans l'État de l'Alabama avec par exemple le shérif de Dallas qui s'appelait Jim Clark. Jim Clark s'opposait mais farouchement à l'émancipation des Noirs. Il y avait aussi le Ku Klux Klan qui tuait les Noirs parce qu'il ne voulait pas les voir. Martin Luther King se retrouvait dans une communauté où les Noirs n'avaient aucun droit. Et avant lui, il n'était pas le seul. Il y avait énormément de gens, énormément de figures qui vivaient dans cet univers où la marche, ou en tout cas les mouvements étaient interdits. Les mouvements étaient interdits à la communauté. Donc, des gens, des femmes, Annie Lee Cooper par exemple, ou encore Amelia Boyton avec son mari, décident d'organiser une marche qui va partir de Selma et parcourir les 84 km vers Montgomery. Je précise, la marche était illégale, ce qui nous casse la tête là, en parlant d'autorisation préfectorale sur Paris, par moi qui demande aux Camerounais d'aller manifester à Yaoundé. La marche était illégale, mais c'est grâce à cette marche illégale là qu'aujourd'hui vous êtes en Europe et que vous sortez la grande gueule. Donc, en 1965, le 7 mars, c'était un dimanche,
Martin Luther King et ses amis, Amelia Boynton, Amelie Cooper et ses amis prennent donc le chemin pour Amelia Boynton et son mari et leur groupe prennent le chemin pour aller à Montgomery, aller voir justement les autorités de la capitale pour protester contre justement les exactions qui sont faites contre les Noirs. Ils sont bloqués sur un pont à quelques kilomètres de là, le pont de Edmund Pettus, où le shérif Jim Clark tabasse les gens avec sa police, massacre les gens, tabasse, tue. Il y a des gens, mais c'est entré dans l'histoire comme le Bloody Sunday. C'est pour ça que je vous ai dit c'était un dimanche. Ça vous permet de retenir le Bloody Sunday. Ils ont dû passer par là. Il y a maintenant le deuxième, et c'est 2 jours plus tard, le 9, où Martin Luther King était présent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné. Malgré l'interdiction, malgré les tabassements, malgré les coups qu'ils ont reçus, malgré le sang, ils se sont relevés, ils ont remis ça. Le 9 mars 1965, le day 2 de la marche de Montgomery, ils sont arrivés sur le même pont, le pont Edmund Pettus. Il y a eu une énorme rixe, un énorme imbroglio entre Martin Luther King et ses vis-à-vis. Donc, la situation menaçait de partir en vrille. Ils ont fait demi-tour et ils sont rentrés pour que les choses n'escaladent pas. Mais à la fin du mois, ils sont revenus. C'était le 21 mars 1965. Ils ont fait 5 jours de marche et 4 nuits. 5 jours et 4 nuits où ils sont arrivés finalement à Montgomery et ils ont parlé sur la place du Capitole, là-bas où Martin Luther King a prononcé un discours très célèbre. C'est ces marches-là, c'est cette résistance-là, c'est cette opposition farouche face à l'injustice qui fait bouger les lignes. Le célèbre poème de Martin Luther King qu'il a recité plus tard dans les grandes villes, I Have a Dream, il vous inspirait énormément de ça pour mener vos mobilisations, alors que c'était des manifestations et des rencontres illégales. Vous êtes les seuls révolutionnaires, c'est assez rigolo. Les Camerounais ici, en tout cas seuls là, ceux qui vous ont dit allez à Bastille parce qu'il y a autorisation et qui ont personnalisé un combat parce qu'on est dans la révolution et qui étaient fâchés parce que c'est pas eux qu'on voit, parce que c'est pas eux qui sont mis en avant, ceux-là veulent donc, ils vous disent qu'ils veulent chasser Paul Biya. Mais ils vous disent ici que bon, non, on ne va pas, on va pas déranger. Quel est ce révolutionnaire qui ne dérange pas? Je vous ai dit que j'ai structuré mes trucs, ma présentation en 5 points. On est sur le 2 et bientôt on va aller sur le 3 où on va demander ce qu'est un révolutionnaire. Tu ne déranges pas, tu ne fais pas d'action d'éclat, tu ne crées pas le trouble et tu crois que tu es un révolutionnaire. Un révolutionnaire est un troubleur à l'ordre public, c'est-à-dire c'est son essence. Un révolutionnaire dérange. Parce que si l'ordre public te dit d'aller agresser tes parents, tu ne vas pas y aller. Il vaut mieux troubler l'ordre public en refusant d'aller agresser ses parents, parce que c'est conforme à l'éthique. Si on a assassiné quelqu'un à Moyoka, et que pour me faire entendre, je dois jeter les œufs sur la voiture de Paul Biya, mais je vais le faire, vu que quand je parlais, on ne m'a pas écouté, je vais salir la voiture de Paul Biya, parce qu'au moins avec ça, les journaux vont écrire, les journaux vont parler qu'il y a quelqu'un qu'on a arrêté parce qu'il a sali la voiture de Paul Biya. C'est ça la révolution, c'est comme ça qu'on entre dans l'histoire. Partons de l'autre côté du monde pour l'Inde. Je vais vous parler de Mahatma Gandhi. En 1930, on part de l'Amérique pour l'Asie. On va revenir en Europe pour clore le spectacle. En 1930, le 12 mars, Mahatma Gandhi prend 78 de ses hommes. Et il marche, il parcourt, cette fois ce n'est pas 84 km comme de Selma à Montgomery. C'est 384 km qui part de Sabarmati Ashram, le village où Mahatma Gandhi vivait, jusqu'à Dandi, qui est au bord de la mer d'Arabie. La mer d'Arabie, c'est une partie de l'océan Indien, sur les côtes de l'Inde, justement. Gandhi rassemble 78 personnes avec lui pour aller là-bas. Les Britanniques se moquent de lui. Comme j'ai dit, la révolution, c'est les 3 étapes, ridicule, dangereux et évident. Les Britanniques disent, mais le vieillard, là, il veut marcher, déjà, je ne sais pas s'il va survivre en route, il veut marcher près de 400 km, il est fou. Ils sont à peu près 80, bon, en tout cas, laissez-les s'embrouiller. Mais les Britanniques, justement, n'avaient pas légalisé les raisons pour lesquelles Gandhi marchait. Gandhi marchait pour aller protester contre l'impôt sur le sel et l'exclusivité du commerce du sel par les Britanniques. Les Britanniques avaient dit, vous n'avez pas le droit, vous les Indiens, de consommer un sel autre que celui que nous importons avec d'autres denrées de la Grande-Bretagne. Or, Gandhi n'était pas content. Le sel étant produit en Inde, Gandhi fait savoir à ses sbires, à ses compagnons que nous ne pouvons pas accepter cela.
Nous avons du sel ici. Pourquoi on a besoin de prendre du sel de la Grande-Bretagne alors qu'on peut le produire localement et dépenser beaucoup moins et économiser énormément? Nous allons marcher jusqu'à la mer d'Arabie et comme l'eau de la mer est salée, nous allons symboliquement prendre cette eau de mer là et la présenter au soleil. Ça va inciter les autres communautés, les autres Indiens, tous les Indiens à faire pareil et à prendre de l'eau salée et à extraire le sel en l'asséchant devant leur maison. C'est exactement ce que Gandhi a fait et ça a fait tache d'huile parce que par la suite, quand tout le monde a commencé à faire cela, on a arrêté Mahatma Gandhi, on a même arrêté presque tous les membres de son parti qu'il avait fondé, auquel il appartenait avec Jawaharlal Nehru, qu'on appelait le parti du Congrès. 50 000 personnes mises en prison, mais c'est l'emprisonnement là qui a accéléré justement le succès de leur campagne. Parce que comme Atanganji est idiot, il pense que si en enfermant Maurice Kamto et tous les autres qu'il va taire la révolution. Si vous enfermez Kamto, les médias du monde sont au courant que Kamto est en prison. Ça crée encore le syndrome de la patate chaude qu'ils ont eu en 2019 où pendant 9 mois, ils n'arrivaient pas à arrêter Kamto entre les mains. On est obligé de le lâcher parce que son emprisonnement leur faisait plus de mal que de bien. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont relâché et c'est exactement pour ça qu'on a justement eu le succès de la campagne que Gandhi a menée en Inde. Ça s'appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile, la désobéissance civile. Imprégnez bien ce mot dans la tête. Le pacifisme ne veut pas dire la stupidité. Le pacifisme ne veut pas dire la naïveté. On m'a interdit, donc je ne pars pas parce qu'on m'a interdit. Le pacifisme veut dire quand on se bat pour une cause juste, on s'en fout de la police. C'est-à-dire, on s'en fout, mais royalement. On ne leur fait pas de mal. On combat pour un idéal. Ils n'ont qu'à venir et nous poser la question, mais pourquoi vous faites telle ou telle chose? On dit, mais monsieur l'agent, nous voulons, il y a des gens qui meurent en Ozo, il y a des gens qui meurent, donc nous voulons parler aux dirigeants camerounais et il s'avère qu'ils ne nous écoutent pas quand on veut parler sur le terrain politique. Nous entrons donc dans le terrain de la désobéissance civile et vous voyez que c'est la désobéissance civile qui fonctionne. Merci à la diaspora d'avoir énormément aidé le parti politique MRC que nous sommes parce que par votre formidable travail, Paul Biya a broie du noir. Paul Biya ne vient plus en Europe, c'est grâce à vous. Si on avait eu que l'approche politique de oui, Paul Biya est un dictateur, nous voulons la réforme de tel, mais il s'en fout, il sera venu en Europe comme d'habitude. Vous avez fait preuve de désobéissance civile, vous avez pris des coups comme Mahatma Gandhi, vous avez pris des coups comme Martin Luther King, et c'est pour ça que Paul Biya n'est plus dans la diaspora. Donc que les illuminés obscurs qui vous parlent de place de la République se calment une fois pour toutes. S'ils ont mal parce que ce n'est pas eux qui seront en avant à place de la République, dites-leur de ne pas s'inquiéter, il y a de la place pour tout le monde. Celui qui va être star le sera. Il y aura tellement de gens, tout le monde va voir des gens qui vont le reconnaître, le voir et prendre des photos avec lui parce que c'est ça que les gens cherchent. Tout le monde pourra venir avec ses diplômes ou son titre et mettre sur le front et brandir oui, je suis le président de l'association des, oui, je suis le chef de tel groupe, oui, je suis dans le, vous pourrez faire ça. Mais ça va se passer au Trocadéro parce que la révolution fonctionne sur la désobéissance civile. Celui qui a peur de braver les interdits n'est pas un révolutionnaire, c'est un amuseur public. C'est quelqu'un qui, quand le danger arrive, il s'éclipse. Les gens nous disent que oui, vous avez, c'est pas vous êtes dans la diaspora, venez combattre ici. Bon, nous sommes donc dans la diaspora, et même quand les gens disaient qu'on n'a pas d'autorisation, nous on n'a pas cessé de vous dire on va au Trocadéro. Donc avec ou sans autorisation, on sera allé au Trocadéro. Avec ou sans police, on sera allé au Trocadéro. On s'en bat les steaks, mais royalement, on va au Trocadéro. Donc, j'ai dit que je terminais par l'Europe sur ces exemples et par les femmes, c'est important parce que vous aviez aussi des femmes dedans. Parmi ceux qui vous disaient, allez à la place de la République, il y avait des femmes. Je prends donc l'exemple d'une femme qui a lutté pour les droits de vote en Europe. Sachez que jusqu'à la fin de la guerre, en 1918, la première guerre, il n'y avait pas de droit de vote en Grande-Bretagne et dans beaucoup de pays européens. Pour l'exemple de la Grande-Bretagne, le droit de vote pour les femmes à 21 ans sera instauré en 1928. Et pourquoi il aura lieu finalement? Parce qu'une femme naïve, on va dire, qui croyait en la bonté des hommes, en la bonté des cœurs, organise des séances de communication, de négociation, de dialogue avec les autorités pour qu'on octroie le droit de vote aux femmes, mais elle se heurte à des gens sourds. En 1903, donc, avec ses 3 filles, elle s'appelait Emmeline Pankhurst, avec ses 3 filles, Christabel Pankhurst, Sylvia Pankhurst et Adela Pankhurst, elle crée ce qu'on appelle la WSPO, la Women's Social and Political Union.
elle crée cette association qui va militer pour la défense des droits des femmes. Elle commence donc à bouger, à commencer à bousculer, essayer de bouger les lignes, jusqu'à ce qu'un jour, ça commence avec sa fille Christabel, qui a craché au visage d'une autorité de la ville dans laquelle il se trouvait, parce qu'elle vivait à Manchester, elle est née à Manchester. Donc, cette action a créé l'emprisonnement de sa fille, mais après ça a médiatisé la chose. Plus tard, elle s'est rendue célèbre en allant manifester, en allant incendier les lieux, en allant mettre le feu aux alentours, pendant que le Premier ministre était dans une séance de théâtre à Dublin, en Islande. Ça a énormément attiré l'attention. On les a emprisonnés. En prison, elles ont fait la grève de la faim. On les obligeait à manger par les tubes. Et ça faisait très mal les tubes. Donc du coup, le gouvernement britannique se retrouvait pris entre deux feux parce que tu tortures quelqu'un, mais les images de ces tortures vont à travers le monde parce que ces femmes gagnaient énormément en popularité avec leur fameuse WSPO. Et à cause justement de cette patate chaude là qu'ils avaient entre les mains, ils étaient obligés de céder petit à petit. Tant et si bien qu'en 1918, à la fin de la guerre, parce qu'elles ont même participé à l'effort de guerre, Emmeline Pankhurst, en ralliant le Parti conservateur, puisqu'elle a dit au gouvernement, je n'ai rien contre vous, j'ai quelque chose contre votre gouvernance. La même chose que nous du MRC ou de la diaspora résistante, on dit à Paul Biya, on n'a rien contre toi, notre problème c'est ta gouvernance idiote. Donc, si tu quittes le pouvoir, tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout. Va vivre, tu vas même faire 1000 ans à jeunesse, c'est ton problème. Au moins nous, on aura récupéré le Cameroun. Il y aura un dirigeant qui développe le Cameroun avec un programme politique. Donc elle a dit à son gouvernement, je n'ai rien contre vous, le problème c'est les droits des femmes que vous ne respectez pas. Et comme on ne respectait pas les droits des femmes, elles organisaient des campagnes pour se faire remarquer, elles brisaient des vitres de voitures le long des rues, elles incendiaient des champs, elle elle a essayé de pénétrer un jour dans le bureau où se trouvait le premier ministre de force et elle a été arrêtée et emprisonnée pendant 6 mois où elle a entamé justement sa première grève de la faim. C'était en 1909. Donc, ces actions-là, cette désobéissance civile-là, sont la raison pour laquelle vous, les femmes, ici comme ailleurs, avez le droit de vote. Si les gens s'étaient arrêtés sur les lois, si Nelson Mandela s'était arrêté sur les lois, s'il n'avait pas créé l'ANC en Afrique du Sud, avec même une branche armée, il y aurait encore l'apartheid actuellement. D'ailleurs, il y a la ville Orania en Afrique du Sud où ce n'est que les Blancs, comme le noir est gentil, pacifiste et tout, enfin pas pacifiste, c'est pas ça le problème, mais naïf et tout, ou légaliste, il laisse et les blancs, les noirs sont discriminés dans leur propre pays. Vous n'allez y atteindre à aucune révolution en respectant scrupuleusement les lois. Maurice Kamto vous a dit je suis pacifiste, il ne vous a pas dit je suis un idiot. Il sait que les lois, en tout cas, il sait que l'administration au Cameroun a interdit la manifestation, mais il s'en fout parce qu'il sait que c'est légitime d'aller manifester, parce qu'il sait que selon la raison humaine, la morale, on a le droit d'aller manifester pour dire qu'un président s'en aille. Donc ce n'est pas parce qu'Atanganji veut conserver son poste que Maurice Kamto ne va pas aller défiler. C'est pas parce qu'Atanganji a peur que s'il est déchu du gouvernement, la population va le lyncher, que nous aurons peur de lancer les manifestations au Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça, on va organiser ces mobilisations-là comme ça s'est fait partout ailleurs. Je crois à ce niveau avoir fort bien clos le chapitre du lieu du rendez-vous au Trocadéro, dont les révolutionnaires en papier caoutchouc, là, qui disent qu'ils vont faire la révolution et qui ont peur des policiers, qui ont peur des autorités, allez mener votre révolution, je sais pas ce que vous êtes, vous êtes comme Paul Biya qui menait le grand dialogue national et espère que ça allait réussir tout en fuyant Ayoub Tabé, à Bobala, Fontem, Mancho Bibiki, tout en fuyant les thèmes sur la forme de l'État, etc. Vous êtes exactement comme ça. Vous demandez aux Camerounais d'aller affronter les canons d'Atanganji. Mais en même temps, ici, vous refusez d'affronter la police ici, qui, elle, n'aura pas de canon contre vous. Au pire, c'est les gaz lacrymogènes qui vous démangent un peu, mais le jour d'après, vous allez bien. Mais vous demandez aux gens de faire pire que ce que vous êtes incapable de faire. Donc, nous allons là-bas, et aussi parce que les institutions sont de ce côté-là. Il y a des gens qui ont pensé qu'on joue à un jeu de cache-cache. Ah non, on ne communique pas, Mais qui vous a dit que ceux qui ont des actions communiquent sur tout? La raison pour laquelle vous croyez qu'on communique, ou bien qu'ils communiquent, c'est parce qu'ils vous disent ce que vous avez besoin de savoir. Puisqu'ils ne communiquent pas sur le reste, justement, vous ne savez pas qu'ils ont gardé le reste. C'est un peu bizarre de dire à quelqu'un, pourquoi tu me dévoiles tous tes secrets? Ben non, justement. Je ne t'ai pas dévoilé tous mes secrets. Et justement, je t'ai caché que je ne t'ai pas dévoilé tous mes secrets. Parce que si je te dis
Je ne t'ai pas dévoilé tous mes secrets. Tu sauras, c'est déjà un secret dévoilé parce qu'au moins tu sauras déjà que je ne t'ai pas dévoilé tous mes secrets. Mieux, je te donne l'impression que tu sais tout, que tu sais donc tout et qu'il n'y a aucune stratégie derrière et que tu ne seras pas surpris. Et comme ça, la surprise fonctionne mieux. Donc, les légalistes, les ninjas, les shinobi qui veulent venir par surprise, ou je sais pas, je crois qu'on est au Japon féodal, qui veulent venir. Je parle pas du ninja, Richard Bonin, faut pas prêter à confusion. Richard Bonin, je l'admire, mais énormément. D'ailleurs, je lui rends un hommage total. Je profite de ce streaming. Donc voilà, si tu m'écoutes, ninja, bonjour à toi. Donc, voilà la page de la mobilisation qui est fermée. Elle sera au Trocadéro, oui. Elle sera près de l'ambassade, oui. C'est d'ailleurs la raison. Et elle est vouée, elle est dédiée au chassement. Paul Biya, je vous ai dit, assumez vos revendications. Martin Luther King voulait le droit civique, il est allé dire qu'il veut le droit civique. Emmeline Pankhurst voulait le droit de vote pour les femmes, elle a dit qu'elle veut le droit de vote pour les femmes. Mahatma Gandhi voulait l'indépendance de l'Inde, les vœux de l'impôt sur le sel, il a dit qu'il veut l'indépendance de l'Inde. Les Maliens, l'imam Mahmoud Diko voulait la chute de Ibeka, il a dit on a organisé la marche parce qu'on veut la chute de Ibeka. Il n'y a pas d'agenda caché, on veut la chute de Paul Biya. Donc quand vous êtes au Cameroun, assumez que vous voulez la chute de Paul Biya. C'est ça qui va mettre dans la tête des populations que Paul Biya doit partir et exposer les raisons pour lesquelles Paul Biya doit partir, parce que c'est ça qui va convaincre le Camerounais que ou même le militaire, qu'il y a un capitaine qui a perdu sa femme sur l'échangeur d'un van. Donc les échangeurs ne regardent pas seulement les gens du MRC ou les gens qui n'aiment pas la diaspora. L'échangeur tue tout le monde. Un autre échangeur a failli tuer Atanganji et sa bande. Ils ont eu énormément de chambres. L'échangeur s'en fout que tu es ministre du RDPC. Donc le policier qui pense qu'il défend quelque chose en te tirant dessus, qu'il sache que tu vas marcher pour l'échangeur. Un van qui risque de tuer sa femme un jour. Il ne faut pas que le jour où il perdra sa femme, il se dise ah ben il n'y a pas d'infrastructure. Je crois que monsieur Ludovic Ndomo qui a perdu sa femme il y a une semaine et à qui j'adresse mes sincères condoléances par ailleurs, je sais qu'actuellement il comprend ce que je suis en train de dire parce que justement il a vu, parce qu'on a tous perdu des gens là-bas par accident, on a tous perdu quelqu'un par un accident à cause de la route. En Europe les gens meurent à cause de la mauvaise conduite ou parce qu'ils ont trop bu, mais jamais à cause de la route. Les routes sont dans un superbe état, les autoroutes sont à 5 voies. Quand tu arrives, je sais pas, en France ou en Belgique, dans les pays où il y a les péages, c'est tellement large, c'est pas les minuscules péages qu'on a chez nous. Les péages ici, il y a peut-être 18 voies, tu sais même pas. L'autre côté du péage, et il y a 10 minutes de marche, tellement c'est énorme. Donc, c'est pas la route qui tue, ici, c'est les gens. Au Cameroun, c'est la route qui tue, même quand tu conduis bien, quelqu'un vient te dépasser malencontreusement, il te percute et tu es mort parce qu'il n'y a pas la route. Dont les policiers, les militaires, qu'ils fassent preuve de répartie et qu'ils aient la prise de conscience, la liberté d'esprit de constater ce pourquoi on va marcher. Nous n'avons rien contre les militaires de notre armée, on n'a rien contre les policiers, on a juste une dent contre ceux qui leur donnent des ordres stupides, comme quoi aller massacrer les anglophones, ça va résoudre la guerre, ou comme quoi, prostrez-vous partout à la poste centrale et menacer les gens, ça va résoudre la crise politique, c'est des gens stupides. Un gouvernement qui a Atanganji comme stratège, vous vous attendez à quoi comme solution? Ça ne peut aboutir que sur des absurdités comme celles qu'on est en train de voir et qui plongent le Cameroun plus dans le chaos. Mais comme j'ai dit, l'arrestation des gens, Maurice Kamto et consorts ne va pas conduire à ce que la révolution s'arrête. Point numéro 3. Qu'est-ce qu'un révolutionnaire? On m'a dit souvent de prendre un verre d'eau, alors j'ai gardé du sang à côté, justement pour pouvoir mettre le carburant, le même carburant que nous attendons de donner à nos compatriotes qui sont au Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'un révolutionnaire? C'est la partie qui m'intéresse le plus parce que justement, elle embraye énormément sur ce que je disais depuis le début. Qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Qu'est-ce qu'un vrai révolutionnaire? Je suis désolé de constater que dans le mouvement que nous avons amorcé, il y a énormément de plaisantins, ou du moins des gens qui naïvement n'ont pas compris ce qu'est la révolution, des gens qui sont venus rigoler. Qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Point d'interrogation. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour sa belle gueule. C'est quelqu'un qui entre en politique ou dans la révolution parce qu'il a un but précis. Et c'est quelqu'un dont toutes les actions convergent vers l'atteinte de ce but.
Si tu veux draguer, on aime tous l'ego. Si tu veux être beau, si tu mais fais-le en coulisses, c'est-à-dire fais-le, c'est le privé. Maintenant, quand tu arrives en public, prends le masque. Pas le masque du Covid, prends le masque du révolutionnaire. Même ta révolution, on t'empêche pas de vivre. Si tu es beau, si tu es mignonne, si tu es sexy, c'est très bien. Si ça peut servir à la révolution, utilise ça. Si ça ne sert à rien à la révolution, mets ça de côté et œuvre pour la révolution. Si tu as constaté qu'il y a 1000 personnes à un endroit et que tu es consciente que vous ne serez que 6 là-bas, si tu as constaté que depuis un an, depuis 1000 ans, depuis une semaine, les gens sont en train de manifester, de communiquer pour tel endroit de manifestation, et que tu es consciente qu'en 2 jours, tu ne peux pas faire dévier tout le monde vers un endroit bêta, aligne-toi vers l'endroit alpha, là où tout le monde sera. Il vaut mieux qu'on se retrouve tous au Trocadéro et quelqu'un dit, et là-bas, quand tout le monde est là, on dit, bon, finalement, on ne nous permet pas de rester ici, allons tous à République. Quand on est un révolutionnaire, on ne fait pas le bras de fer avec les siens, on n'entre pas dans un combat et on ne l'expose pas par ailleurs. On n'entre pas dans une guerre de leadership. Ce n'est pas toi qui détermine si tu es leader ou pas. C'est les gens qui font de toi un leader en fonction de la pertinence de ton travail. La plupart des leaders n'ont jamais demandé à être leader. En 1948, quand on créait l'UPC dans une petite supérette, Ruben Oumniobé n'était pas là. Mais Ruben Oumniobé était un mordu de la révolution, un mordu de la renaissance, un mordu du développement, un mordu du combat contre le tribalisme. On a dit, cher frère, il n'y a pas meilleur que toi. Quand il est mort en 58, le 13 septembre, le leadership de Félix Moumier ne s'est pas posé de questions. Or, il était très jeune, la trentaine à peine sonnée. Quand il a été assassiné 2 ans plus tard, le leadership de Ernest Ouandjé ne s'est pas posé. Il est resté le leader jusqu'au 15 janvier 71, quand on l'a assassiné. Voilà le vrai leadership. Ça ne se décrète pas. Ce n'est pas le poste qui fait de toi un leader. Ça n'a pas de sens. Un leader est récompensé par un poste. Mais ce n'est pas le poste qui crée le leader. Quand tu es leader, quand on voit que tu travailles bien, on finit même par te donner un poste. Les chrétiens, puisqu'on parlait de la Bible au début, vont certainement se rappeler d'un passage de la Bible où Jésus dit « Ne va pas t'asseoir devant quand tu es invité au mariage. » Parce qu'il se peut qu'on te dise « Mon frère, la place, il n'est pas pour toi, lève-toi, on t'a réservé une place à l'arrière là. » Honteusement, tu vas te lever et rallier l'arrière de la pièce. Or, quand tu vas t'asseoir en arrière, ce sont les gens, c'est le marié qui vit tes mais cousin. Qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? Mais je t'aime, mais viens t'asseoir ici. Comme ça, tu te lèves et avec les honneurs, tu t'assois devant. Tout le monde te regarde et on se dit, ah tiens, si c'est quelqu'un d'important, bah, s'il va s'asseoir devant, c'est que c'est quelqu'un d'important. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans un révolutionnaire, c'est celui qui a l'esprit révolutionnaire. Ce n'est pas celui qui est prêt à... Donc pour sa petite personne, il est prêt à saboter le chassement de Paul Biya pour sa petite personne. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est les actes du RDPC là-bas. C'est pour qu'on dise que c'est moi qui ai porté le mouvement, c'est moi qui ai fait ceci. Même si ça disperse les forces, même si ça embrouille les gens, il est prêt à brouiller totalement la communication, il est prêt à créer la confusion dans la communication alors qu'il y a un lieu précis, parce que ça ne lui plaît pas que ce soit d'autres personnes. Ce n'est pas un révolutionnaire là-bas, c'est un mathuiste. On est dans le mathuisme. Je veux que ce soit moi, même si personne ne me connaît, même si je ne peux pas mobiliser des gens, même si je ne peux pas. Bon, je veux que ce soit quand même moi parce que voilà, bah c'est moi. Ça me permet de me mettre en lumière. J'ai mes intérêts. Il faut pas que je dois profiter de l'occasion quand même. Comme si on n'avait pas tous des intérêts. On a sacrifié beaucoup pour ça. L'argent, les études, la famille, les amours. Il y a beaucoup de choses que nous avons mis sur l'autel de la révolution, parce que l'idéal du chassement de Paul Biya est bien plus grand, parce qu'il n'y a aucun avenir sous Paul Biya, et parce qu'après Paul Biya, la personne, il y aura un autre Paul Biya qui ne s'appellera pas Paul Biya, mais qui va entretenir le système, dont c'est tout le régime qu'on veut mettre à terre. Paul Biya ne sera pas, le système biyaïste ne va pas être chassé si Paul Biya meurt aujourd'hui. Bon, c'est à se demander déjà s'il est en vie, parce qu'on a vu ses funérailles sur l'esplanade de Carrefour Market il y a quelques jours. Et on a vu un entretien d'outre-tombe avec Jean-Bruno Tagne dans la semaine. Donc, le révolutionnaire, c'est celui-là, celui qui a l'esprit révolutionnaire. Il consiste donc à accepter le leadership des autres, les résistants de la diaspora les plus influents, ceux qui ont pu venir, en tout cas ceux que j'ai pu réunir, parce que je ne peux pas réunir tout le monde. Je les ai appelés
il y a quelque temps, nous avons discuté, nous avons tablé de deux ou trois choses, comment on peut organiser cette manifestation en collaboration avec eux. Je ne me suis pas dit, je suis Wilfried Ekanga, le grand Wilfried, très connu, le tueur des profs, le conseiller de Maurice Kamto. Je ne me suis pas dit que comme c'est moi le plus grand, je vais me mettre en avant et organiser la manifestation et avoir mon nom partout. J'ai dit et je soutiens, il faut que le MRC s'écarte de l'organisation de la manifestation et laisse la diaspora gérer. Il faut que le MRC organise en collaboration avec la diaspora. Il faut que ce soit les Camerounais qui s'identifient comme une entité globale qui organise cela. On s'en fout des leaderships, de la Starmania et des égos ou des postes des uns et des autres. On veut l'efficacité. D'autant plus qu'au MRC Europe, il n'y a pas grand monde qui puisse mobiliser du monde. Je peux encore me targuer de le faire, mais pas ceux qui, par arrogance, ont voulu insister qu'il y avait un autre lieu, ou encore avec leurs affidés, qui aussi dans la diaspora, dans la résistance, ou dans la brigade anti-Sardinard, bon, peut-être naïvement, je ne vais accuser personne, mais certains ont dû croire naïvement si la République ayant communiqué. Mais c'est au Trocadéro, et nous sommes désolés car très offusqués de la confusion qui a été créée. En ce qui me concerne, que ce soit moi, le grand frère J. ou tous les émercistes, les 90% autour de vous, vous ont dit c'est le Trocadéro depuis le départ. Et ça aurait été le Trocadéro même après l'interdiction, parce que c'est ça l'esprit révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'un révolutionnaire dont, à part le fait que ce n'est pas quelqu'un qui aime trop sa personne, ce n'est pas un narcissique, un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est pétri de la culture de la désobéissance civile. C'est quelqu'un qui est capable de dire « je ne veux pas ». C'est quelqu'un qui est capable de dire « non, je ne fais pas ». La loi interdit, mais je fais quand même, ou bien la loi autorise, mais je ne fais pas. Voilà un révolutionnaire. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Ceux qui ne se comportent pas comme ça à travers vous ne sont pas des révolutionnaires. J'avais dit justement lors de mon entretien avec les activistes de la diaspora, et le message s'adresse aussi à ceux qui n'étaient pas là, parce que certains vont croire que comme ils n'ont pas été appelés, ou je sais pas, le MRC choisit un camp, ou bien non, on n'est pas dedans. Je n'ai pas d'amis ici, et je n'ai pas d'ennemis non plus. Si j'ai remis 2-3 personnes, c'est parce que bon, c'est peut-être les gens que je connais le mieux, parce que je vois qu'ils mobilisent, parce que je vois qu'ils peuvent porter le message aux autres qui ne sont pas là. Ce n'est pas un choix de camp, ça ne veut rien. Je ne suis pas, n'entrons pas dans cette stupidité-là, et on a laissé ça à la maternelle il y a 3 dizaines d'années. Donc, un révolutionnaire, c'est donc celui qui est capable de faire preuve de désobéissance civile, qui est capable de dire « je ne veux pas d'aller contre les lois ». Et j'avais dit à ces activistes, déjà il y a plusieurs années même, il y a plusieurs mois, que ce soit les uns comme les autres, parce que tout le monde se plaint d'avoir été insulté. Si quelqu'un t'insulte et dit que tu es peut-être, je sais pas, tu es allé violer, tu es pédophile, laisse-le dire que tu es pédophile. C'est à lui de fournir les preuves de ta pédophilie. C'est pas à toi de contredire quelque chose qui n'a même pas été prouvé. Il n'y a pas de contradiction à apporter à une assertion non vérifiée. Tu ne vas pas commencer à te battre contre quelque chose où il n'y a déjà pas d'éléments qui corroborent ce dont on t'accuse. Ça n'a pas de sens. Donc si quelqu'un vous dit qu'il m'a vu... je sais pas, quelque part, c'est à lui de fournir la preuve. Les gens m'ont dit qu'ils m'ont vu au CED. Je ne me suis pas empressé d'aller dire je ne suis pas au CED. C'était à eux de prouver que je suis là-bas. Ils n'ont pas été capables de fournir la photo ou la vidéo. Je suis au CED. J'ai continué de vivre ma vie et ce n'est que le lendemain, parce que j'avais des trucs à dire, que j'ai fait un live streaming où j'ai profité pour vous informer de la mobilisation qui se tient le 22. S'il n'y avait pas eu la nécessité de mobilisation le 22, j'aurais peut-être laissé la rumeur courir 2, 3, 4 jours. On se fiche pas mal des rumeurs fausses. Si quelqu'un te dit, et c'est un humoriste français qui l'avait illustré, Farid, il dit, si on te dit fils de pute, et que ça t'énerve, mais normalement ta mère, tu la connais, tu sais ce qu'elle fait dans la vie, tu la connais très bien. Donc si on te dit fils de pute et que ça t'énerve, bah je sais que toi tu te poses la question. Si on te dit fils de pute et que tu sais que ta mère n'est pas dans ce registre-là, ça ne devrait pas te déranger. Laisse parler les gens, comme dans la chanson. Donc les gens on n'entre pas dans la révolution pour plaire aux gens. Si même Wilfried Ekanga t'insulte, ne gère pas ses insultes. Tu n'es pas là pour lui plaire, tu es là pour chasser Paul Biya. Ce n'est pas le fait que tu me plaises qui va faire que Paul Biya parte du pouvoir. C'est pas le fait que tu ne me plaises pas qui va faire que Paul Biya parte du pouvoir. Donc laissez les gens vous insulter, assumez les insultes, supportez les insultes, bloquez-les s'ils sont sur vos pages, mais laissez-les faire ce qu'ils veulent sur leur page. Je ne vais jamais, si quelqu'un se souvient m'avoir vu cette année dans une page où on m'a insulté, me défendre d'une insulte, qu'il me montre la capture d'écran. Je bloque ceux qui m'insultent sur ma page. Après, ils ne sont pas morts. Ils ont la liberté de m'insulter où ils veulent. On n'entre pas dans... tu ne peux pas plaire à tout le monde.
dont un révolutionnaire, c'est celui qui est focus sur l'action, qui est focus sur ce qui mène à un résultat. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde, oh mince, on m'a insulté, je ne suis plus le plus beau, mince. Comment de me trouver plus beau, ça va faire que Paul Biya reste au pouvoir. Oh, comme je suis très beau, c'est ça qui va chasser Paul Biya. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, et je leur avais dit, laissez comme ça, parce qu'au dernier jour, on verra qui sont les vrais révolutionnaires et qui ne le sont pas. Les vrais révolutionnaires sont ceux qui sont prêts à tout pour que Paul Biya s'en aille. Les faux révolutionnaires sont ceux qui sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux. C'est à ça que ça se résume. Et vous n'avez pas besoin de chercher loin pour les voir. Ils se dénoncent par eux-mêmes. On dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ceux qui sont là, ceux qui ont utilisé la politique ou la révolution comme un tremplin pour, je sais pas, exister. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir des dessins précis. Moi, j'ai écrit un livre. J'ai profité de ma campagne au Cameroun où j'étais actif pour Maurice Kamto Ito pour partager cette expérience-là avec ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont en Afrique le moment venu parce que j'avais des choses à dire vu que j'ai vécu des choses. J'ai donc résumé, raconté l'histoire. Celui qui veut peut acheter ce livre. Donc si quelqu'un, à travers la révolution, ou bien je sais pas, à travers la politique, a pu avoir un poste, une fonction, un livre comme il s'appelle... je crois que c'est Bertie Le Camit. En fait, beaucoup de personnes justement ont écrit des livres justement dans ce registre. Si des gens ont écrit des livres ou ont eu des postes où on fait, il faut que ce soit dans le domaine, enfin que ce soit orienté vers l'édification des masses. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Si ça te rapporte de l'argent, si ça te rapporte des privilèges, il faut qu'il y ait aussi une valeur ajoutée dedans. Ne cherche pas l'argent et les privilèges alors que tu n'as rien à offrir. N'utilise pas le peuple seulement comme un tremplin pour que tu sois vu. C'est ça la révolution, la vraie. Je termine là sur le point 3. Et comme je disais donc, justement, les Camerounais du pays ont besoin de nous pour que nous réussissions un grand coup. Et je dis bien un grand coup. C'est-à-dire, vous ferez beaucoup de mal à la révolution si vous restez chez vous demain. Vous avez liké, vous avez, je sais pas. Si à la fin de cette vidéo, il y a 50 000 vues, je me dis que quand il y a 50 000 personnes, bon, peut-être 10 000 sont en France. Sur les 10 000, peut-être 5 000 sont à Paris. Sur les 5 000, bon, la moitié est quand même libre samedi. Je veux voir donc 2 500 personnes demain samedi, seulement pour ceux qui ont regardé mon live. Maintenant, ceux qui ont regardé d'autres lives, ils sont peut-être 2 000, 3 000, 4 000 aussi, 8 000, ceux qui ont regardé chez J. et consorts, qu'ils viennent samedi. Ceux qui ont regardé et qui sont en Allemagne, qu'ils aillent en Allemagne. Ça se passe à l'ambassade à Berlin. Ceux qui ont regardé qui sont à Londres, bref, allez-y. Foutez-vous de ce qu'on vous raconte, ridicule, dangereux, évident, j'insiste, les 3 étapes de la révolution. Foutez-vous de plaire ou de ne pas plaire à quelqu'un. Ne cherchez pas à jouer les stars parce qu'on est dans une révolution et non dans Closer ou dans Playboy. Et focalisez-vous sur l'essentiel. Donc, voilà ce qu'est un révolutionnaire. J'ai ardemment expliqué pourquoi on est au Trocadéro, pourquoi on est à tel endroit, pour quelles raisons, et pourquoi c'est tel jour et non tel jour, et qu'est-ce que nous visons. Venez grossir les rangs. On est à l'ère de la technologie. John Fonzi a rassemblé un monde fou en 92, alors qu'il n'y avait pas WhatsApp, Facebook et consorts. Martin Luther King rassemblait des foules terribles en 65, alors qu'il n'y avait pas WhatsApp, Facebook et consorts. Nous avons Facebook. Tout le monde est au courant qu'il y a la mobilisation le 22. Les Amazones ont distribué 6000 flyers aujourd'hui encore à travers la ville de Paris. Donc, vous n'avez pas d'excuse de ne pas venir demain. Vous n'allez pas regarder le spectacle à distance. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'interpellais aussi les artistes. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Ce jeu pourri que nos artistes et sportifs auxquels ils se livrent depuis des années à dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique alors qu'on les a vus chez Paul Biya. Donc je prends la photo avec Paul Biya, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais si je prends la photo avec Maurice Kamto, ah tiens, je ne suis pas dans la politique. Mais c'est quoi ça? En fait, tu es dans un pays où tu peux soutenir le régime et continuer de dire que tu n'es pas dans la politique, mais tu ne peux pas soutenir la résistance populaire parce que tu as peur qu'on dise que tu es dans la politique. Ces artistes, ces footballeurs, ce sont des lâches. Il faut que le mot soit dit, c'est de la lâcheté. Ils ont en tout cas encore l'occasion, Richard Bonnat l'a fait, Bernard Choutan l'a fait, c'est des personnages que j'apprécie énormément. Voilà, ils l'ont fait, que les autres le fassent. Leur voix compte, leur voix porte. Que les autres le fassent. Leur voix va permettre aux gens de se lever. Leur voix va permettre. Quelqu'un va se lever parce que c'est tel ou tel joueur qui le lui a dit. Quelqu'un va se lever parce que c'est telle ou telle chanteuse qui le lui a dit. Laissez les photos filtrées avec des étoiles dans les yeux. Ça ne sert à rien. Laissez les photos de vos gloires passer dans tel club avec le ballon. Ce n'est pas ça qui va chasser Biya.
Tout le monde aimerait aussi avoir une carrière glorieuse comme ça en fonction de ses talents, mais on a un régime qui néglige justement ces talents-là. La diaspora, les artistes, en tout cas pour eux, dépendent énormément des activistes, en tout cas des Camerounais de la diaspora, dont quand ces Camerounais-là vous disent de jouer sur le long terme et de contribuer à créer un pays où vous n'aurez plus besoin de faire des petits concerts ici pour avoir de l'argent parce qu'il y aura une considération des droits d'auteur plus accentuée au pays. Quand ces gens-là vous invitent, allez-y, parce que c'est pour ça que la brigade anti-Sardina avait commencé à boycotter les artistes à la fin de l'année 2018. Tu ne peux pas avoir besoin de la diaspora pour avoir tes factures, avoir quelques milliers d'euros. Tout ça parce que Paul Biya a été incapable de créer un vrai tissu culturel. Mais en même temps, tu vas voir ce Paul Biya-là pour sa soirée de campagne, pour une soirée qui lui est dédiée. Donc c'est lui qui te met, c'est lui qui t'entrave ta carrière. Tu vas le voir, tu vas l'honorer, mais après tu auras besoin de ceux qui te demandaient pourtant de combattre ce Paul Biya pour qu'ils assistent à ton concert. Donc si je peux le refaire, je réinvite, je réédite mon invitation à nos amis de la diaspora, mais justement à nos artistes, à nos footballeurs, en tout cas à toutes les icônes, qu'ils sortent de l'hypocrisie. On n'est pas dans, c'est-à-dire, on n'est pas, cessez de vous infantiliser vous-même. Vous avez envie de la renaissance, prenez votre courage à deux mains, c'est comme le peuple. Si vous y allez en bloc, si vous êtes trop nombreux, si vous êtes tout le monde ensemble, je ne vois pas ce qu'on va vous faire. Dites aux Camerounais de sortir le 22 pour chasser Paul Biya. N'ayez pas peur de dire qu'il faut chasser Paul Biya alors que vous voulez qu'on chasse Paul Biya et alors qu'il ne vous a jamais rien donné. C'est-à-dire rien de même ceux qui ont dit au Palais de l'Unité en 2018, je remercie le président Paul Biya parce qu'ils m'ont toujours tout dit, c'est bien faux. Vous ne dépendez en rien de Paul Biya, en rien, nothing, nada, garnished. Ce n'est donc pas maintenant que vous aurez peur de ce qu'il dit, parce que, je sais pas, vous avez peur quand vous arrêtez à l'aéroport au Cameroun ou bien qu'on va, mais c'est la preuve donc qu'on est dans une dictature qu'il faut combattre. Pourquoi les autres doivent souffrir de ces dictatures et pas vous, pendant que s'ils réussissent à la renverser, vous voulez profiter des avantages du nouveau Cameroun que nous avons créé. Autant j'ai alerté les forces de l'ordre il y a quelques jours en leur disant que leurs femmes aussi meurent sur les mêmes échangeurs comme nous, pour lesquels nous allons marcher et pour lesquels on leur a donné des armes de nous tirer dessus. Autant j'interpelle les sportifs aujourd'hui, ils ont déjà tout atteint dans leur vie. Ils sont riches, ils sont millionnaires. Les artistes, ils sont bien. C'est eux-mêmes qui postent leurs photos avec des champagnes, des trucs de luxe. Ok, vous avez déjà donc bien atteint votre vie. Vous avez le point d'achèvement de votre carrière. Permettez-nous donc aussi à nous, le bas peuple qui n'a aucun luxe, aucun rien, de renverser ce qui nous empêche d'avoir du luxe, ce qui empêche nos familles de prospérer. Nos familles nous appellent tous les jours pour un Western Union parce qu'il n'y a pas de boulot. Or, certains ont des carrières, des diplômes, bref, des talents divers. Donc voilà, c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Et dans le sillage, le point 4 sera très court parce que c'est l'invitation que j'ai fait en amont et que je refais aujourd'hui. C'est demain samedi, le 19, c'est à Douala, cette fois-ci au Cameroun, pour que les gens voient que bon, non, on a beau être en Europe, mais nous, on fait même bouger les gens au Cameroun, vu qu'il y a des gens qui, dans la diaspora, ils peuvent pas mobiliser deux personnes, mais ils vous disent que non, ce n'est pas au Trocadéro. En tout cas, au Cameroun, le 19 samedi, c'est-à-dire demain, à partir de 11 heures, rendez-vous au siège. Douala, MRC Douala Deido, Grand Moulin. Il y a plusieurs milliers de cartes là-bas, il doit y avoir 2 ou 3 000 cartes là-bas. Allez les retirer, c'est le moment. On m'a dit qu'elles sont disponibles et on a décidé de vous permettre, en fait, de faire une communication solennelle dessus pour que vous alliez les retirer. Beaucoup de gens souscrivent à leurs cartes pendant longtemps, pour une raison ou pour une autre, ils ne les ont pas. Donc je les invite à aller les chercher. Donc allez-y et voilà. Douala Grand Moulin, il y a 3 numéros qui sont sur ma page, là où j'ai fait l'invitation. Retournez, j'ai fait une publication où il y a des cartes du MRC et des gens qui viennent souscrire à la carte. Allez-y et voilà, vous allez trouver justement les numéros là-bas. Si vous êtes perdu, si vous n'arrivez pas à trouver le chemin, à travers ces numéros, voilà, pouvoir vous renseigner parce que les responsables qui vous accueilleront seront là-bas. Donc voilà, je répète, donc samedi, dites ça à vos proches qui sont au Cameroun, à ceux qui ont souscrit ou ceux qui n'ont pas souscrit mais qui ont des questions à poser, dites-leur d'aller poser là-bas, c'est le moment, il faut profiter des journées comme celle-là et dites-leur de ne pas oublier le 22 septembre, les Américains pensent au 11 septembre qui est pour un jour tragique, nous on va ajouter 11 au 11 et avoir le 22 qui sera pour nous le souvenir du début du grand chassement de Paul Biya. Je vais donc terminer et conclure par le 5e point, le point numéro 5 dont j'ai parlé en amont, où je disais où je disais que je sais qui est-ce qui va chasser Paul Biya.
Et je vous disais que vous-même vous le savez, ou en fait vous devriez le savoir. Ceux qui vont chasser Paul Biya sont connus. Ceux qui vont chasser Paul Biya du pouvoir sont tous ceux qui feront exactement le contraire de ce que j'ai critiqué. Ou bien feront exactement ce que j'ai suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui vont entrer dans le chassement pour chasser Paul Biya, dont ceux qui dans la diaspora n'auront pas peur n'auront pas peur des imbroglios qui sont créés, ceux qui au pays vont sensibiliser et avoir le maximum de nombre possible autour d'eux pour que les policiers ne fassent plus rien et qui vont même accepter de se faire arrêter parce que si on arrête 30 000, 50 000 personnes, vous n'imaginez même pas le coût communicationnel. Ce sera un énorme coût. Atanganji, en arrêtant Kamto, ne se rend pas service. Bien au contraire, il aura beau dire ce qu'il veut. Kamto voulait l'insurrection. Kamto va lui dire, je voulais le départ de Paul Biya. Je marchais pour qu'il démissionne. Je marchais pour qu'il s'en aille. Comme Mohamed Hosni Moubarak a démissionné, comme Ben Ali a démissionné, comme Fulgencio Batista a démissionné, comme Yanukovych a démissionné, comme tout le monde, Nicolae Ceausescu, Slobodan Milosevic ont démissionné, c'est ce que je voulais. C'est une volonté populaire. Donc si tu l'enfermes comme ça, c'est un emprisonnement illégal. On a le droit de manifester, on n'a pas le droit d'interdire une manifestation pacifique. Les MRC n'a jamais rien cassé nulle part, donc il n'y a rien qui autorise quelqu'un à interdire les MRC de manifester. Les casses interviennent quand vous êtes barbare avec des gens pacifiques, et c'est pas des gens du MRC qui viennent casser, c'est des gens épris de justice qui regardent et qui se disent que mais attendez, on ne va pas se laisser faire. Et je dis donc déjà que c'est exactement ce qui va encore se passer aussi bien dans la diaspora qu'ailleurs si les Camerounais venaient à se faire brutaliser et maltraiter par la police en grand nombre avec les images qu'on a vues comme au 26 janvier, que Kamto soit d'accord ou pas, il y a des Camerounais qui vont mener la répression, qui vont réagir comme les anglophones ont réagi. Et il faut déjà qu'un gouvernement conscient et intelligent regarde les choses comme ça et remarque que la seule chose qui pourrait lui servir, c'est s'il a une considération véritable pour les droits de l'homme et qu'il justement fasse la seule chose que la raison lui aurait permis de faire, laisser les gens manifester tranquillement, laisser les gens crier qu'ils ne veulent pas Paul Biya. Si le peuple ne veut pas Paul Biya, qu'il s'en aille. Ne mettez pas la police dans les rues pour intimider les gens et bloquer les gens et ensuite dire que non, Paul Biya a été soutenu. Soutenu par qui? Les policiers ne sont pas partisans, du moins en théorie. C'est parce que vous les payez qu'ils font leur travail. Mais peut-être chacun en son âme et conscience, s'il avait son salaire et que vous lui posez la question, mis à part ceux qui sont animés par la haine gratuite et l'amour au nom du village et qui n'a rien à voir avec la politique sociale, la vraie, les policiers, normalement, même les derniers des crétins là-bas, sauraient que c'est pertinent, les revendications. C'est pertinent de dire, mais regardez le pont Pallard, dont la partie est est coupée à la partie ouest parce que le pont Pallard est effondré. On ne peut plus aller de A à Z parce que le pont Pallard est effondré. Depuis 38 ans, 38 ans, le réseau de métro à Addis Abeba fait 35 kilomètres. L'Éthiopie qui était accusée de famine jadis, la flotte d'Éthiopien, elle a fait 125 millions, 125 avions. C'est la compagnie africaine qui dessert le plus de destinations au monde, même devant la compagnie sud-africaine, même devant la Royal Air Maroc, devant les compagnies égyptiennes, tunisiennes, etc. C'est en Afrique noire. C'est pas dans les pays, le pays habituel. Non, non et non. C'est la compagnie africaine qui dessert le plus de destinations en Afrique, dans le monde. Voilà. Et quand on va manifester pour avoir ça parce qu'on ne veut plus de pompe à l'art, même le policier le plus sot devrait comprendre la pertinence de ce mouvement-là. Ceux qui vont donc chasser Paul Biya sont ceux qui vont aller dans la révolution avec toute la hargne du chassement, avec toute l'envie de le chasser, ceux qui ne vont pas chercher à savoir si leur chemise est bien repassée, si on les a appelés Excellence avant de mentionner leur nom, si on les a vouvoyés, si on leur a pas dit Monsieur le Conseil, si on l'appelle Monsieur le tel, c'est ceux-là qui vont chasser Paul Biya. C'est ceux-là qui ne vont pas sacrifier l'organisation optimale d'un événement sur l'autel de leur propre égocentrisme absurde. C'est ceux-là qui chasseront Paul Biya. C'est ceux-là qui seront déterminés par la volonté de voir un Cameroun prospère à travers le renversement de ce régime, quoi que ça leur en coûte. Ce sont des gens, ceux qui vont chasser Paul Biya, sont ceux qui seront prêts à dire, bon, mieux on ne parle même pas de moi même si j'ai participé à la révolution, même si j'ai donné 1 million, si le fait qu'on efface mon nom chasse Biya, mieux vous effacez mon nom et ça chasse Biya aussi.
Ce sont ces gens-là, pas ceux qui vont dire non, 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 non. Si mon nom doit être effacé, je préfère que Paul Biya reste au pouvoir. Non, ça c'est des pseudo-révolutionnaires. Ceux-là sont parmi vous et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc ceux qui vont chasser Paul Biya, ce seront ceux qui vont mettre leurs égos de côté, ceux qui vont pas chercher d'avoir un leadership à travers le titre, mais ceux qui vont chercher voilà, à travers les actions, d'avoir le leadership. Le leadership s'impose lui-même à travers l'action. Ceux qui veulent vraiment que Paul Biya s'en aille, ceux qui se fichent des camps. Je ne m'entends pas bien avec tout le monde au MRC, je vous le dis solennellement. Mais au nom de la résistance, j'ai serré les dents pour travailler avec tout le monde parce qu'on n'est pas là pour être amis. C'est pas un site de rencontre. Donc je ne vais pas dire ah non, je m'entends pas bien avec lui donc on ne travaille. Non, soit on veut chasser Paul Biya. Si la personne avec qui je ne m'entends pas bien décide de ne pas travailler avec moi parce qu'elle ne m'aime pas, ben on verra la différence. Il y a donc un qui veut chasser Paul Biya et l'autre qui est sur ses problèmes personnels. Donc mettez de côté vos problèmes personnels. C'est ce qu'on avait convenu avec la diaspora résistante, entre autres. Et vous avez vu ces derniers jours, la diaspora résistante vous a dit, nous sommes actuellement, nous travaillons maintenant ensemble. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent torpiller, ils viendront torpiller à partir de rien, alors que tout allait bon train jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que vous saurez qui sont les vrais révolutionnaires et qui ne le sont pas. Je ne suis pas en train d'attribuer les points ici, parce que les vrais révolutionnaires sont ceux qui vont chasser Paul Biya, ça c'est sûr. Mais maintenant, je dis donc que pour chasser Paul Biya, il faut avoir des attitudes de chassement, il faut avoir des attitudes de focalisation sur ce qui dérange, des attitudes de focalisation sur tout ce qui peut contrer les actions d'éclat, les mobilisations interdites ou autorisées, on s'en fout, qui peuvent permettre à Paul Biya d'être chassé. J'ai pris 1000 exemples pour vous ouvrir les yeux. Ces femmes-là, Emmeline Pankhurst, ces hommes-là, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Amy Lee Cooper. Amy Lee Cooper elle a giflé le shérif de Dallas, le fameux shérif Jim Mark, justement en 1965, parce que pendant qu'elle était alignée, elle faisait la queue pour demander à aller voter. On l'a poussée de la cour avec la matraque. Elle s'est fâchée, s'est retournée, elle lui a craché au visage. On l'a arrêtée, on a tout, mais elle a fini par gagner son combat puisqu'elle a vu les droits des Noirs être libéralisés. Elle est morte en 2015 à l'âge de 104 ans. 104 ans. Emily Cooper, Amy Lee Cooper. En 2010, à l'âge de 100 ans, c'est Amélie Boynton qui a appuyé les marches de Selma, qui est morte en 2015 à l'âge de 104 ans. Mais l'une comme l'autre, elles ont énormément vécu. La première est morte justement en 2010, elle avait 100 ans. Chacune a atteint le siècle. L'autre est morte à l'âge de 104 ans. Elle disait d'ailleurs, Amélie Boynton, que sa mère a vécu jusqu'à l'âge de 106 ans. Donc peut-être qu'elle va atteindre cet âge. Mais bon, elle est morte un peu plus tôt. En fait, quand on combat, donc quand on est concentré sur la révolution, on fait ce qu'on a à faire. Quand on a envoyé Rosa Parks faire l'action d'éclat dans le bus alors qu'il était interdit d'être assis pendant qu'un blanc est debout, elle n'a pas dit à Martin Luther King que non, je suis trop belle, je vais quand même pas aller faire ça, envoyer un homme. Elle n'a pas regardé sa personne, elle y est allée. Les gens qui transforment la révolution, le chassement de Paul Biya en combat personnel sont les pseudo-révolutionnaires. Voilà les fruits de l'arbre qu'ils plantent. Je vais donc terminer par là et prendre congé de vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce streaming. Je répète donc que la mobilisation demande un monde fou. C'est-à-dire, quelle que soit l'équation, tout est résumé par le nombre. Les gens au Cameroun, pour qu'ils se mobilisent en nombre, ont besoin de vous ici en diaspora, en nombre, dans un endroit où on nous voit, nous, Camerounais. Quand vous êtes en nombre quelque part, ça envoie un message fort, ça intimide, ça impressionne, et vous pourrez dire à Tanganji, bah oui, maintenant si tu mets ta police parce que tu sais que ce sera le même nombre à Yaoundé. Maintenant, ils ne pourront plus dire, ah non, on a empêché parce qu'ici la police ne nous tire pas dessus. Dites-leur donc de ne tirer sur personne, ils auront la même foule au pays qui va demander le chassement de Paul Biya. N'ayez pas peur de ça, assumez, ne tergiversez pas. Des gens vont vous dire, il y a la résolution du Parlement, il y a, je sais pas, la guerre aux Nozo, mais on n'est plus dedans. Paul Biya résume à lui tout seul tous les problèmes du Cameroun. La guerre aux Nozo, les libertés publiques, tout se résume en un mot. Paul Biya doit foutre le camp. Si vous dites Paul Biya doit partir, on a tout compris. On va vous demander après, il doit partir, pourquoi? Parce qu'il y a la guerre au Nozo, parce que il y a des résolutions non appliquées, parce qu'il y a les libertés publiques pas respectées, parce qu'il a mis un tribalisme d'État, un tribalisme de village, parce qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, parce que tout le monde est pauvre chez nous, et que tout le monde demande l'évacuation à la diaspora tous les jours, parce que les gens meurent, les enfants meurent par manque de couveuses en 2020, pendant que ces enfants, eux, dépensent 400 milliards, parce que les gens nous disent, ils soutiennent la République dictatoriale en nous disant, aller marcher au Cameroun comme si ses enfants, à lui, Junior et Brenda, étaient allés au Nozo, ou comme si c'est eux qui combattaient
qui était venu le protéger ici dans la diaspora quand les gens le chassaient à Genève. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Mettons le nombre. Si nous n'arrivons pas à nous réunir en nombre ici où personne ne nous interdit quoi que ce soit, ne demandez pas aux Camerounais de la diaspora de se réunir en grand nombre. C'est ce que vous devez dire autour de vous. C'est ce que vous devez dire à vos camarades du pays. Et voilà, pour ceux qui sont à Douala, je répète, n'oubliez pas la journée du 19, demain, le retrait des cartes au siège du MRC à Douala Deido à partir de 11 heures. Allez-y, allez-y, vous serez accueillis là-bas comme une grande famille. Vous serez nombreux. Donc voilà, mobilisation, mobilisation. On a parlé de ça comme des paroles en l'air, mais maintenant ça prend tout son effet. L'histoire nous appelle. Nous sommes le Burkinabé d'aujourd'hui. Nous sommes le Mali de 2020, le Burkinabé de 2014, le Sénégal d'Abdoulaye Wade. Nous sommes l'épisode du chassement maintenant. Les Burkinabés nous ont chassés, ils nous regardent. Les Maliens ont chassé, ils nous regardent. Les Sénégalais avaient chassé, ils nous regardent. Les Soudanais ont chassé El-Béchir, ils nous regardent. Les Égyptiens ont chassé Moubarak et les autres, ils nous regardent. Les Tunisiens ont chassé Ben Ali, ils nous regardent. Les Cubains ont chassé Fidel Castro, ils nous regardent. Les Serbes ont chassé Milosevic, ils nous regardent. Les Romains ont chassé Ceausescu, ils nous regardent. Les Ukrainiens ont chassé Yanukovych, ils nous regardent. Et ainsi de suite, on pourrait continuer infiniment. Ne trahissons pas l'histoire et surtout pas sur le tel de quelques égos, de quelques personnes. Nous nous rassemblons demain dans tous les lieux indiqués sur les flyers principaux et nous serons à Paris demain. Serait très tôt, on ne va pas jouer les stars qui arrivent en dernier, tout le monde les voit. Celui qui veut faire la star, je répète, est un pseudo révolutionnaire. Je prends donc congé de vous comme d'habitude avec l'hymne de la Renaissance dans l'espoir que vous avez compris le message, dans l'espoir que la mobilisation sera effective, dans l'espoir que vous allez justement adopter ces attitudes qui vont nous permettre de converger vers le chassement. Donc, l'hymne de la Renaissance pour vous et merci encore d'avoir suivi. Nous nous donnons rendez-vous en tout cas dans la ville où je me trouve actuellement, Paris, pour ceux qui sont en Île-de-France. Demain, 19 septembre, place du Trocadéro. Savourez la chanson, merci à vous.